Qu'est-ce qu'un homme construit vraiment quand il a passé sa vie à refuser les modèles qu'on lui proposait? Aujourd'hui, on continue la saison 4 de D'homme à homme avec Hervé Corr. Hervé, il m'a contacté un jour par mail, il écoutait le podcast, et en le lisant, c'était assez troublant de voir à quel point on avait des parcours très similaires. Et il venait à Bayonne pour une formation, et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a appris à se connaître. On se retrouvait tous les mois, ces soirs de formation, pour de longues balades dans la ville, même quand il pleuvait, à parler de tout un tas de sujets autour de la société, des hommes, des relations. Et Hervé, il a la quarantaine, il est père de 3 enfants, dans une famille recomposée. Il a été musicien punk, militant féministe, artisan dans la rénovation. Il a cofondé une école alternative avec d'autres parents. Il a animé des cercles de parole sur la masculinité, sur la paternité. Et aujourd'hui, il est médiateur familial. Un parcours dense, riche. Mais avant tout cela, il y a un gars de 20 ans chez qui un jour il y a quelque chose qui se ferme après une rupture amoureuse. Des larmes qui s'arrêtent, une quinzaine d'années à comprendre ce que ça a coûté. Et dans cette conversation, on remonte ce fil, celui d'un parcours construit en marge et qui découvre en vieillissant que la rébellion, elle construit autant qu'elle libère. On parle de ce qu'on croit avoir traversé et qui attend toujours. On parle de la paternité comme un révélateur de ce qu'on porte et de ce qu'on choisit de transmettre quand on a pris le temps de regarder. Sur le papier, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à chercher d'autres modèles de société, d'éducation, d'habitat, de masculinité. Et ce qu'on découvre à l'écouter, c'est que la construction la plus difficile, elle n'était pas en dehors, mais bien en lui. D'homme à homme, c'est un espace où on explore les parcours masculins pour comprendre ce qui nous construit et ce qui peut nous transformer. Bonne écoute. Salut Hervé. Salut Loïc. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire bienvenue, et à chaque fois que quelqu'un m'invite, donc c'est à chaque fois. Bienvenue chez moi. Voilà, bienvenue dans le podcast. Et bienvenue dans ton podcast, ouais, c'est cool. Comment, avec quoi t'arrives? Avec de la relaxation, là. Ouais. On peut le dire? On peut le dire. Allez, on sort du spa. Ouais. 2 heures de hammam, sauna. Et je pense que moi, j'en avais besoin. Je sais pas pour toi, mais je me sens ressourcé là. Et apaisé et pleinement prêt à vivre ce moment. Même si je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais aussi très heureux de t'accueillir dans mon foyer. Parce que c'est vrai qu'on s'est croisés quelques fois à Bayonne. On a marché longuement la nuit à discuter. Mais je suis très heureux que tu m'aies proposé de venir chez moi. Chez nous, parce qu'on vit à plusieurs ici. Mais c'est cool. Ouais, ça me touche. Merci. Moi, Et toi? je me sens aussi très relax. Effectivement, ça me fait bizarre d'être dans une posture, c'est où je vais t'interviewer de façon aussi zen. Donc, mais c'est chouette. Et voilà, et un peu de fatigue d'une semaine quand même un peu remuante, étrangement. Je sais pas pourquoi je suis remué, mais ça remue. Les nuits sont pas folles. Et voilà, et je me sens beaucoup nourri parce que je viens de passer quasiment une semaine avec des hommes à parler de, comme je te disais tout à l'heure, avoir des moments autant de légèreté que de profondeur, et du coup ça me nourrit grandement à cet endroit-là, de passer du temps avec des frères, comme je dis. Donc je suis avec ça. Et moi, je crois que tu connais la classique. Vas-y. Comment tu te présentes, Hervé? Ah ouais. Ça, j'y ai un peu réfléchi pour le coup parce que, comme je te disais, j'ai écouté récemment tes podcasts là. J'en avais écouté il y a longtemps et puis j'avais un peu laissé de côté et là j'y suis revenu.
Et effectivement, je me suis rendu compte que tu avais ce petit rituel. Hmm. Et c'est rigolo parce que justement, là, je viens de passer moi 1 an et demi en formation. Et on avait sans cesse des intervenants. Et à chaque fois, ils nous demandaient de nous représenter. Hmm. Et à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Mais en même temps, je l'ai pris comme un exercice, tu vois. C'est quelque chose dans ma vie pour moi qui est difficile, la redondance, en fait, de redire les mêmes choses. Hmm. Je sais pas si je pourrais être conférencier ou quoi, parce que en fait, c'est apprendre un texte. D'ailleurs, le théâtre, pour ça a toujours bloqué. Hmm. Et, T'as fait de l'impro? et bah, j'y ai longuement pensé et ça fait partie des choses qui m'impressionnent encore. Hmm. Clown, impro. J'ai fait un an d'atelier de théâtre où il y avait de l'impro un peu quand même. Mais et donc je l'ai vraiment incarné cet exercice tout au long de la formation et je me suis dit mais aujourd'hui j'ai pas du tout envie de me présenter sous cet angle-là finalement puisque là c'était un peu présenter notre parcours, qui on Hmm. est, etc. Tu trouvais des angles d'attaque un peu différents à chaque À fois? chaque fois, ouais, je m'amusais vraiment à ça. Hmm. Je trouvais que c'était un exercice intéressant pour ça, puis de voir les autres comment aussi ils le faisaient, tu Hmm. vois. Et je voyais que mon cerveau il décrochait d'ailleurs d'entendre souvent le même récit. Ça faisait l'effet inverse. Au lieu de bien le retenir, ça devenait évanescent, quoi. C'était assez étrange. Ok. Et non, ce qui m'est venu, tu vois, c'était plus l'angle de la personnalité, tu vois. Je me suis dit, tu vois, si je devais me présenter là aujourd'hui, c'est plus sous l'angle de, ça reste un aspect assez superficiel, la personnalité, hein, parce que c'est ce que tu montres à l'extérieur, et en même temps, ça touche quelque chose quand même de, ça dit quelque chose, quoi, de qui on est aussi avec le Hmm. monde profondément. Et les mots qui me sont venus, il y a eu curiosité, la curiosité. Je sens que T'es un curieux. ouais, en fait, c'est quelque chose dont je me suis aussi rendu compte ces dernières années, quoi, de voir à quel point j'avais exploré plein de domaines, d'espaces, d'expériences de vie, etc. Et que c'est encore quelque chose qui me nourrit, quoi, d'avoir Hmm. envie d'aller explorer l'inconnu. Donc, ouais, je dirais que il y a ça. L'autre trait qui m'était venu, c'est l'ouverture d'esprit, parce que je crois que c'est quelque chose qui m'habite, ça aussi, de vraiment rencontrer l'autre tel qu'il est, quoi. Et en fait, avec toute sa complexité, quoi. Hmm. Et, et ça, c'est, je pense, aussi un atout important pour le métier que j'exerce aujourd'hui, de rester ouvert à l'autre, de pas l'enfermer dans quelque chose et de voir au-delà, justement, des apparences, comme je disais. Et puis le troisième trait qui m'est venu, c'était la sociabilité, parce que ça fait quand même aussi partie de moi. Où ouais, je me nourris beaucoup des interactions. Euh, C'était même mon socle, je dirais, plus jeune. Hmm. Et ça s'est atténué quand je suis devenu papa, parce que la vie de famille fait que Moins de les soci- interactions moins d'interactions sociales. un peu moins. Et Ouais. encore, je dirais, ça a été, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais ça a été quand même une période où il y a eu beaucoup de collectifs aussi finalement. Hmm. Mais c'était plus en termes de, tu vois, d'envie, moins l'envie, en fait, plus ce besoin aussi à un moment donné de se retrouver, moins de s'éparpiller, Hmm. justement dans le jeu des interactions, dans le jeu social et tout. Mais ça reste quelque chose qui m'habite, quoi. Je suis vraiment, ça rejoint du coup la curiosité et l'ouverture d'esprit, mais je sais pas, si je fais un covoiturage, même des fois je me force à me dire non mais c'est bon, je vais pas parler à la personne et tout, je vais rester silencieux, puis Et puis t'as quelque chose de super nourrissant. exactement. Ouais. La dernière fois que je suis venu à Bayonne, c'était ça, quoi. Hmm. Tu sais, on n'a pas parlé pendant tout. La nana était tout le temps sur son téléphone. Puis à un moment donné, elle se marre et puis je lui dis ah c'est quoi qui te fait marrer et tout. Et hop, c'est parti. Et là, elle me Hmm. raconte son histoire de vie de motard, etc. J'étais à fond. Et donc, enfin voilà, je suis toujours curieux de la rencontre, quoi. C'est Un vraiment... curieux de l'humain, quoi. ouais, à fond, ouais. Hmm. Hmm. Carrément. Voilà. C'est comme ça que j'avais envie de me présenter aujourd'hui. Hmm. Merci. Et du coup, ouais, ce qui est vivant pour toi ces derniers temps,
Tu l'as rapidement nommé, ou tu l'as en tout cas évoqué. Mm. C'est la médiation. Mm. Euh, ouais, comment tu présentes la médiation à quelqu'un? Parce que je trouve que c'est pas forcément une activité commune, ou en tout cas une profession qu'on entend régulièrement. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de conflits, des conflits Mm. intérieurs, des conflits familiaux, de couples, de voisins, et encore plus de pays. Euh, ouais. Comment toi tu Bah, présentes la médiation, la médiation pour les nuls, on dirait. je vais t'en parler et en même temps, c'est intéressant de parler de la représentation Hmm, qu'on en a, tu vois, parce qu'effectivement, si on s'y intéresse pas, on n'en entend pas forcément parler. hmm, Et en même temps, c'est quand même un mot qui revient de plus en plus sous différents, euh, justement, par différents chemins. Et c'est marrant, la dernière fois que j'en ai entendu parler aussi dans les médias, c'était dans l'émission la dernière là de Guillaume Meurice où à un moment donné, il y a Aymeric Lompré, il fait un sketch et il dit oui, on va faire de la médiation, un peu en mode ouais, c'est un truc de bobo ou hmm, je sais pas. Et tu vois, ça m'a questionné. Je me suis dit tiens, quelle représentation en fait en ont les gens de l'extérieur. Bon là, ça vient plutôt du Maurice de gauche, donc tu vois, je sais pas, moi, j'avais pas trop de représentation dessus au départ. C'est plus par le biais du conflit que j'y suis venu. Parce que ça, c'est une question qui m'habite depuis longtemps, en fait, la question du conflit, à la fois l'envie de me confronter à l'autre, d'être authentique et donc de dire aussi ben, ce qui m'habite, de pas rester sur des non-dits, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps en moi. Et en même temps, j'ai peur du conflit, quoi. J'ai pas envie de rentrer en conflit avec les gens. hmm. Au départ, hein. Ouais. Et j'ai vraiment eu envie de développer des compétences autour de ça. Donc ça avait commencé un peu avec la communication non violente il y a une Hmm, quinzaine d'années. Après, bah, le fait d'avoir des enfants, ça m'a aussi obligé à réfléchir à notre mode de communication, à qu'est-ce qu'on allait transmettre en tant que parents. hmm. Et puis bah les enfants ils vont venir tout le temps nous chercher quoi. Le conflit il est permanent finalement avec les enfants. En tout cas il y a pas encore justement cette distanciation sociale, enfin cette distance qui permet de voilà de prendre sur soi. Et 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 donc bah petit à petit j'en suis venu à la médiation. Je l'ai connu directement quelques années après la séparation avec la mère de mes enfants, où il y a eu un besoin à un moment donné de se retrouver avec une personne tierce Ouais. pour discuter de sujets importants concernant notre parentalité. Hmm, Et puis bah voilà, donc là c'est la première fois que j'ai vraiment rencontré une médiatrice. J'ai pas été hyper convaincu, ok. mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a eu quand même des effets assez rapides. C'est-à-dire qu'en Hmm, 2 séances, on avait quand même avancé sur les questions qui étaient ouais qui étaient vraiment compliquées depuis 2 ans et donc je me suis dit, ah, c'est chouette. Et puis en parallèle de ça, moi je m'étais lancé dans les sacs de parole. Ben, peut-être qu'on y reviendra aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a habité très fort là pendant ces dernières années. Et j'ai eu envie d'explorer en fait tout ce que ça pouvait amener en termes d'outils euh, pour la communauté en fait. Et j'ai découvert la justice restaurative, hmm, les cercles restauratifs, etc. Je me suis formé à ça aussi. Et puis j'avais vraiment envie de changer de métier. Et donc je voulais quelque chose. Euh, J'avais pas envie de me lancer en indépendant dans un nouveau métier de défricheur. J'avais eu l'impression d'avoir fait ça pas mal les 15 dernières ouais. années et Hmm, je fatiguais ouais. de ça. J'avais envie aussi de me confronter à d'autres publics, à sortir un peu de l'univers dans lequel je vis Hmm, ici, et voilà, de fil en aiguille, en contactant des gens à droite à gauche, en allant à la rencontre de professionnels aussi à Toulouse, etc. Plusieurs fois, il y a le mot de médiation qui est venu, médiateur familial, etc. J'ai dit ok, je me renseigne.
Et puis, le programme m'a beaucoup parlé parce que il y avait il y a de la psychologie, de la sociologie, du droit. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air chouette. Je me sentais prêt à retourner sur les bancs de l'école, même si ça me faisait un peu peur quand même. Hmm. Mais les enfants étant plus grands et tout, je me suis dit, bon, c'est peut-être le bon moment. Bon, je savais pas tout à fait que j'allais au devant en tout cas de défis assez grands. Hmm. Mais ça m'a parlé. Et, et puis je me suis dit que oui, je pouvais peut-être mettre mes compétences au service de la médiation. Donc ça, c'est pour poser le contexte, mon histoire, comment j'y suis venu. Mais la médiation, pour la présenter, alors déjà, il y a plein de différents types de médiation, mais moi, j'exerce vraiment en tant que médiateur familial. Ok. Donc, la médiation familiale, elle est même définie dans la loi de 2002, si je suis nul en date, hein, mais il me semble que c'est ça, la loi autour de l'autorité parentale. Et en fait, c'est vraiment un dispositif qui permet aux parents qui sont séparés de pouvoir dialoguer pour prendre des décisions concernant leurs enfants. Donc vraiment, à la base, ça s'adresse. Hmm. À la base, ça vient même ça vient des États-Unis, du monde anglo-saxon, et c'était des mouvements, des associations de pères. Ok. Parce que tu sais, quand il y a eu un peu le mouvement vraiment aussi de la libération, quelque part dans les années 60-70, libération de la femme, etc., où elle a pris, il y a eu vraiment toute cette vague de divorce, quoi, Hmm. de dire, on n'est plus obligé de rester, de subir, etc. Donc, en fait, il y a plein de pères qui se voyaient privés de la garde de leur enfant parce que les juges accordaient le plus souvent Hmm. la garde Merde. aux mères. Alors, on parlait de la garde à l'époque, aujourd'hui on parle de résidence. Ok, je savais même pas ça. Ouais, Ok. voilà. Donc, ouais, on le dit communément encore, mais en fait, aujourd'hui, on parle de résidence pour les enfants. Et, et, euh, et donc, il y a eu ces associations qui se sont montées. Et c'est de là qu'a émergé en fait les avocats peinaient beaucoup en fait à défendre leurs clients, etc. Et donc ils ont commencé à se former à la médiation, à la résolution amiable des litiges, des conflits, etc. Et puis voilà, il y a des Français qui sont partis au Québec se former. Et puis c'est rigolo, j'ai appris que c'était la médiation familiale était née en France, en tout cas l'association, la première association qu'il y a eu pour la médiation familiale, l'APME, qui se trouve à Versailles. Elle s'est créée en octobre 83. Moi, je suis né à Versailles C'est ce que j'allais dire. Ok. en avril 83. Excellent. Donc c'est marrant, quoi. On est né à peu près au même moment, au même endroit. Drôle de synchro. Ouais, j'ai découvert ça parce que je suis allé justement à Versailles l'année dernière, les rencontrer là. Et puis voilà, donc euh, c'est, c'est, ça s'est mis en place pour justement soutenir les parents séparés à la base. Et Hmm. puis après, ça s'est élargi plus tard. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un dispositif. Quand tu t'exerces en association comme moi, c'est un dispositif qui est soutenu par la CAF. Et donc, il y a un référentiel, et dans ce référentiel, c'est vraiment, on te dit en gros dans quel champ tu vas exercer. Et donc, il y a les parents séparés, mais il y a aussi les conflits entre parents et ados. Donc, c'est vraiment parfois quand il y a Hmm. un ado qui a perdu le contact avec un de ses parents. Donc, il y a ça, il y a les médiations aussi aidant-aidé, quand il y a un parent vieillissant, et que souvent il y a des conflits dans la fratrie autour de ça. T'as aussi la médiation patrimoniale. Euh, Voilà. Et puis après, tu as d'autres dispositifs qui sont plus marginaux, mais les médiations, ce qu'on appelle les médiations navettes, quand tu as des personnes qui sont par exemple hospitalisées et qui peuvent pas venir. Donc. Et puis il y a les médiations en milieu carcéral aussi. Hmm. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ou alors je suis vraiment pas au courant, et c'est peut-être le cas, mais j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ce genre de profession n'est pas mis en lumière ou vraiment pas connu ou démocratisé ou popularisé peut-être, c'est peut-être le Hmm. meilleur mot.
On s'est beaucoup posé la question avec mes collègues que je salue d'ailleurs, parce que j'ai passé quand même 14 mois avec des 8 femmes exceptionnelles au Pays Basque en formation, et on était toutes, j'ai envie de dire toutes parce que je disais toutes, j'en avais marre que des fois Elle tous les disait, ouais, intervenants disent toujours tous, ouais. alors que j'étais le seul gars de la promo, mais bon bref. On était toutes pour moi vraiment passionnées et avec vraiment cette envie, tu vois, de faire connaître la médiation au monde, puisque même nous, finalement, on la connaît pas, c'est pas tant que ça, avant de rentrer en formation. Donc, on a découvert en apprenant et en partant en stage. Et ouais, c'était une vraie question. Hmm. Et moi, c'est une hypothèse, mais je crois pas mal au cycle. Et en fait, là, la médiation, elle a 40, un peu plus de 40 ans, quoi. Et je le vois un peu comme la crise de la quarantaine. Hmm. Parce que les pionniers, en fait, ils sont partis à la retraite. Ok. Donc il y a Euh, peut-être un renouvellement aussi, un c'est nouvel ça. élan. Il y Hmm. a un nouvel élan et moi, je l'ai vu un peu comme un truc un peu poussiéreux, tu vois, Hmm. à certains endroits et qui demande un peu à se revivifier, à se Hmm. renouveler. Euh, Et puis maintenant, dans les médias, on entend surtout parler de la justice restaurative, Hmm. on en entend beaucoup parler, alors que dans les faits, ben, c'est pas tant utilisé, Hmm. appliqué, c'est pas si facile ni de se former, ni d'y avoir recours, etc. Moi, c'est moi-même par ce biais-là que j'y suis venu. Et au final, alors que la médiation familiale, ça reste une profession qui est bien établie quand même. Hmm. Et en gros, tu as des assos dans tous les départements de soutien, des assos de soutien à la parentalité. Il y a l'UDAF, il y a voilà, et le CIDF aussi, le Centre d'information et des droits des femmes, qui propose parfois de la médiation. Et c'est vrai que c'est pas très connu. Hmm. Je suis d'accord. Ok. On n'en parle pas tant. C'est donc il y a tout un travail de promotion de la médiation qui est à faire, je pense, Hmm. aujourd'hui. Et il y a, à mon sens, un vrai besoin et une vraie envie, même des plus jeunes, tu vois, des plus jeunes parents, là, je reçois des parents qui ont, ouais, la trentaine, tu vois, ou la vingtaine, ils ont envie de dialoguer, mais Ouais. souvent ils savent pas que ça existe. Hmm. Et je pense un des biais du dispositif actuel, c'est que ça s'adresse aux parents séparés, et c'est comme s'il y avait pas Les parents tout court. Ouais. les Oui. parents tout court, ou en tout cas Hmm. avant même qu'ils se Ouais. séparent. Tu vois, un truc de soutien vraiment à la parentalité. Hmm. Finalement, on est tous confrontés à la séparation. Enfin, c'est quelque chose de très présent aujourd'hui. Et, euh, et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Hmm. Et, euh, et juste un mot d'ailleurs par rapport à ça, c'est que j'ai eu la chance de faire une médiation, là plus dans un cadre privé, de personnes qui avaient besoin d'être soutenues dans un moment de crise. Voilà, leur enfant a 2-3 ans, là, c'est souvent le moment où les couples ils prennent cher, quoi. Hmm. Hmm. Et je les ai accompagnés sur 5-6 séances et c'était vraiment hyper chouette parce qu'ils étaient très moteurs en fait. Si tu veux, ils n'étaient pas encore séparés, ils étaient pas séparés Hmm. Ouais. d'ailleurs, ils se posaient la question, hein, mais il y avait cette envie Ouais, une vraie envie de résoudre des. ouais, d'améliorer leur Hmm. communication, de comment retrouver chacun nos espaces, de comment pas culpabiliser si chacun retrouve ses espaces, Hmm. tu vois. Euh, Et puis les modes éducatifs, tu vois, ça c'est souvent, en fait, il y a tout qui vient se rejouer quand Ouais. tu deviens parent. Et donc, ben là, c'est deux modèles, tous les vieux fantômes qui font surface chez l'un et chez l'autre, et puis ça vient se confronter, ça vient faire réagir l'autre, etc. Du coup, de pouvoir en parler, de pouvoir poser des mots dessus. Moi, j'utilise quand même beaucoup le support visuel, tu vois, aussi, pour aider là-dedans. Et ça, c'était riche. C'était plus confortable finalement pour moi que ce que je vis au sein de l'asso là depuis que je suis en poste. Où ouais, le conflit il est souvent quand même déjà Hmm. Et, important. ouais. Et ouais, je pense que au fil de l'interview, il y aura peut-être, on reviendra un peu sur ce sujet à travers d'autres choses, mais Mm. et t'as parlé des cercles de parole, Mm. euh, une espèce de même, ah, on va dire, une sorte de même mouvance, Mm. je dirais. Euh, T'as fait des cercles d'hommes, des cercles de paternité, Mm. autour de la paternité, pardon. Euh, Alors pas directement, Qu'est-ce mais qui te nourrissait dans ces ouais. espaces, ou qu'est-ce qui te nourrit toujours?
J'ai commencé j'ai eu cette envie, je pense. Déjà, j'ai ce rêve. C'est même un rêve, hein, parce que j'en parlais quand j'étais gamin. C'est vrai? Ouais. Ouais. De faire déjà dans la cour de récré. Je me rappelle. Alors c'était surtout avec des filles, mais je me retrouvais avec des filles et on se mettait en cercle et on discutait comme ça. J'adorais ça, discuter avec mes copines et tout. Et je m'étais dit que, enfin, je sais pas, j'ai toujours bien aimé ce dispositif de discuter à plusieurs, quoi. Hmm. Et plus tard, quand j'ai commencé à me questionner, ben, au départ plus sous le prisme féministe, quoi. Et juste, t'as Ouais. à quel âge ça, du coup? Tu t'en souviens? Quand j'étais à l'école primaire, ouais. Ok. Je sais pas, je devais avoir bah, l'âge de mon fils, tu vois, vers 9 10 ans, là. Ouais. Incroyable. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, non, mais j'ai toujours eu vraiment ce goût du groupe et de l'échange, quoi. Hmm. Mais c'est plus tard, bah, il y a eu une partie de ma vie, pareil, ce serait intéressant d'y revenir, mais où j'étais plus en contact dans les milieux militants, etc. Et c'est là que j'étais un peu, on va dire, que j'ai plongé dans la pensée queer, féministe, etc. Où il y a plein de choses qui m'ont parlé. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais comment je trouve ma place d'homme aussi là-dedans, dans ces Hmm. Hmm. réflexions-là. Euh, et, et, et plus tard, en vieillissant, quand je suis devenu papa, tout ça, je voyais bien que on était. Enfin, moi, j'ai été quand même vraiment enfin, malmené intérieurement. Ça m'a profondément chamboulé, bousculé de devenir papa. Hmm. Euh, je l'appréhendais beaucoup et et à la fois, une fois que je l'avais décidé, j'avais vraiment envie. Mais ça m'a vraiment, vraiment beaucoup bousculé et j'ai vu plein de papas autour de moi qui étaient dans la même situation. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'espace, tu vois, pour en parler. Hmm. Et un jour, justement, bah, euh, j'ai échangé avec un homme plus âgé qui, lui, ses enfants, ils étaient déjà presque adultes. Enfin, ils étaient adultes, hein. Il me dit, ah, nous, on avait des groupes d'hommes comme ça avant. Il m'a parlé de Guy Corneau, tu vois. Oui. Voilà. Alors moi, je connais pas trop Guy Corneau, mais il se trouve que quelques temps après, il y a un autre homme qui a, pareil, 20 ans de plus que moi, m'en a parlé aussi. Il m'a dit, ah mais moi, ça fait 15 ans que je fais des groupes un peu influencés par la méthode de Guy Corneau. Je dis, ah bon? Je dis, tu veux pas me briefer sur comment tu fais, quoi? Et c'était une semaine où j'étais avec un de mes meilleurs amis, là, du village d'ailleurs, où on était en stage de plâtrerie chez les compagnons à Toulouse. Et parce que le gars qui nous recevait, c'est aussi à la base un gars du bâtiment, quoi. Et puis, et comme le soir, on passait du temps ensemble, il me dit, mais on peut se faire des cercles le soir, tous les trois. Ok. Et donc, on s'est fait ça. Des vrais temps d'écoute profonde, quoi, tous les trois. Et ouais, ça m'a hyper touché, quoi. Hmm. Vraiment, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux depuis des années, tu vois. C'est ces espaces-là. Je les avais déjà en tête à tête, si tu veux, avec mes copains. J'ai vraiment des amitiés très fortes depuis longtemps avec beaucoup d'hommes et j'ai toujours adoré créer ces espaces d'intimité avec eux. Il se passait quoi en plus là? Là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un cadre et un Hmm. dispositif qui permettait de quelque chose de nouveau d'advenir, en fait, tu vois. Mais que j'avais pu retrouver déjà auparavant, tu vois, dans des cérémonies ou mais si tu veux, dans les cérémonies, il y avait toujours un truc, genre, ah ouais, c'est issu de telle ou telle tradition. Je me sentais pas toujours de me réapproprier ces codes-là. Et je cherchais quelque chose qui puisse se rapprocher d'une forme de rituel, de cérémoniel, mais qui ait pas cette lourdeur, en fait, traditionnelle, j'ai envie de dire. Hmm. Et là, j'ai trouvé ça. Tu vois, j'ai trouvé cette sensibilité-là. Euh, et très rapidement, en fait, j'ai eu envie d'en mettre en place. Et puis je sors de chez moi un jour à Bagnères là, et dans la rue je vois sur une voiture cercle d'hommes à Bagnères de Bigorre. Je fais attends c'est fou quoi, genre Hmm. je viens d'en faire un pour la première fois il y a 2 3 mois là et là ça commence. Et donc en fait il y avait des copains qui montaient ça et j'avais un peu peur de tu vois ce truc de se connaître à Bagnères on se connaît
tous un De la peu. proximité. Tu vois, je me dis, ah, bon. Et puis, bah, au final, déjà, j'étais surpris parce que je connaissais pas grand monde. Et puis, ça s'est lancé comme ça. J'ai vécu 1 an les cercles en tant que participant et ça m'a tout de suite vraiment passionné Hmm. parce il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Il y a des jeux de connexion qui se sont rajoutés. On a mis du sensible Hmm. dedans. Et puis, après, il y a un des 2 hommes qui, co-facilité, qui est parti et j'ai pris sa place. Et de fil en aiguille, on a avancé comme ça. Et le groupe s'est constitué et puis on les a fait vivre un peu à notre couleur, quoi, tu Hmm. vois. Sans trop d'ailleurs savoir ce qui se faisait à l'extérieur, tu vois. De toute façon, allez, hop, Ouais, naturel, organique. ouais. Hmm. C'est vraiment un endroit où je me suis senti très à ma place, quoi. Hmm. Ouais, tu trouvais quoi? Ça te nourrissait à quel endroit? Ou qu'est-ce que ça venait peut-être pallier? Alors moi déjà, ce que ça m'a fait travailler, c'est l'écoute. Hmm. Hein, parce que je pense que c'est la qualité première. On appelle ça des sacs de parole, mais on pourrait appeler ça Ouais. des sacs d'écoute. Hein. Je le dis souvent, cercle Voilà. d'écoute et de parole. Ça arrive d'écouter de paroles, mais moi c'est pareil, je le disais souvent en préambule, je dis, On va bah, passer 95% du temps c'est à ça, écouter. Ouais. vous avez la chance à un moment donné que votre parole puisse être entendue, vous allez pouvoir honorer en Hmm. fait ce que vous avez à dire. Il y aura plusieurs personnes, plusieurs oreilles qui seront là pour vous écouter, mais en fait la plupart du temps vous allez écouter ce que les autres ont à dire, quoi. Hmm. Et ça c'est un exercice qui est pas facile. Ouais, Parce c'était pas facile pour toi au début? Alors, pour moi, non, parce que j'avais déjà d'autres pratiques avant qui Ouais. m'avaient appris un peu la discipline, entre guillemets, tu vois. Mais ce truc en fait, je recherchais depuis longtemps des cadres, c'est venu par les arts martiaux, après par la méditation, etc. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me contienne. Hmm. Et là, c'était un peu, c'est ça que, donc déjà, c'est ça qui m'a plu, c'est que les cercles, alors on parle oui, moi j'aimais bien aussi parler des fois de la quadrature du cercle, mais le truc, le carré dans le cercle, tu vois, il Hmm. y a ce cadre qui Hmm. est là, Ouais. et ensuite qui peut permettre cet échange, cette rondeur, et donc avec des règles très précises, hein, voilà, l'écoute bienveillante, non jugeante, bon, dans la mesure du possible toujours. Mais voilà, et puis surtout, hein, ce qui était pour moi fondamental, c'était vraiment le fait de parler en jeu, le Hmm. fait de parler de sa propre place, et ce qui était... Moi, je pense que c'était pas ce qui me demandait le plus de... C'est pas là où j'avais le plus de difficultés, mais je voyais que pour beaucoup d'hommes, c'était vraiment difficile De parler au nom du jeu ou de... de parler en jeu. Ouais, Ouais, ok. beaucoup de honte, de choses. Hmm. En fait, de sortir, si tu veux, De se de mettre à côté. l'opinion, Ouais. ouais, je donne mon opinion sur le monde, je raconte le monde, Ou je me ou raconte je me aussi. Ouais. raconte, ouais, enfin, voilà. Ben, en fait, qu'est-ce que moi je peux livrer, quoi. Hmm. Et ça, quand si tu veux, t'as un cadre qui permet, bah déjà, ça peut être vertigineux même, tu vois, Hmm. de dire, de parler en son nom propre au milieu de toutes ces personnes, tous ces hommes, dans un cadre. En plus, moi, j'aimais bien, tu vois, mettre de la beauté dans l'espace, tu vois, des bougies, des trucs, sans que ça soit trop non plus lourdingue, mais vraiment, tu vois, de créer ce cocon, en fait, dans lequel chacun puisse se sentir en Hmm. sécurité, accueilli, Hmm. et sans que ce soit non plus trop solennel, tu vois. C'est pas la messe, hein, on n'est pas là. Hein, voilà, il y a l'idée, c'est quand même d'arriver à pouvoir être authentique, de pouvoir se dire tel qu'on est, quoi. Hmm. Et ça, bah, ça, c'est ultra précieux. Enfin, je sais pas, je pourrais t'en parler pendant des heures, en fait. Je crois que là, en t'en reparlant, je me rends compte que ça me manque un peu, Ouais. en fait. Tu vois, Hmm. de plus trop en faire. Là, depuis que j'ai été en formation et que j'ai commencé mon nouveau boulot, je suis quand même un peu loin des cercles, là. Tu vois, il y a un homme qui m'a contacté sur Paris là, qui avait envie, ouais, qui s'intéressait, qui avait envie d'explorer ça. Je lui dis ah bah je pourrais peut-être t'accompagner, on pourrait peut-être en faire un. Enfin voilà, je manque de dispo, mais ouais, j'ai vraiment Il y a envie encore d'y quelque chose qui est retourner. vivant. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Hmm. Oui, bien sûr. Hmm. 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 Et surtout, vraiment, j'ai envie de l'emmener dans d'autres espaces quoi. Hmm.
Hmm. Et Hmm. Hmm. mm, Et du coup, peut-être, là, j'entends que à travers ces espaces, t'as remis du cadre, notamment. Et je suis curieux dans ce que tu partageais au début, c'est-à-dire de ce souvenir que tu partageais, que t'avais déjà envie de faire des cercles à l'école primaire, mais mm, que t'étais entouré de beaucoup de filles. Dans mm. ta formation, tu t'es entouré de femmes. Tu allais vers des milieux féministes. Ouais. Bah, entre la cour d'école et ces milieux féministes, il se passe quoi? Comment tu te forges en tant qu'être humain, en tant qu'homme? Ouais, en tant que garçon, en tout cas, déjà. Ouais. Ouais, c'est une bonne question, hein. Ça, c'est des thèmes qu'on a explorés dans les cercles, justement. Hmm. Tu vois, là, tout à l'heure, j'avais envie de relire mon cahier de cercle Hmm. avant cet entretien parce que j'avais envie de me replonger, tu vois, dans ce qui m'a habité là entre 2021 et 2025 et tous les thèmes, tu vois, qu'on est venu travailler. Et il y a eu ça, il y a eu, tu vois, quel petit garçon on était. Hmm. Enfin, voilà, il y a plein de sous-questions. Mais et effectivement, je pense que mon regard même sur le garçon que j'étais, il a évolué avec le temps. Il y a même un moment donné où je me suis dit, mais en fait, je me sens plus femme à l'intérieur, tu vois. Hmm. Je me suis jamais senti l'appel de changer d'identité de genre ou quoi que ce soit, euh, même si c'est une question qui me touche. Hmm. Je crois que j'accepte le fait d'être un homme, quoi, génétiquement parlant, physiologiquement parlant. Hmm. Mais il y a quelque chose avec lequel je suis pas 100% raccord, 100% à l'aise, et, et avec lequel j'ai dû co-construire, quoi, tu vois, avec le temps. Euh, et quand, quand j'étais enfant, c'est bizarre parce que je pense que j'avais, pour le coup, une vibe euh, assez masculine étant petit, quoi. Assez dominant comme ça, tu vois, assez leader, Ok. jusqu'à l'arrivée au collège. Et en fait, moi, j'ai été, C'est généralement là où ça switch. bah Ou en tout ouais, cas, il se passe des choses, ouais. c'est Il y a une intéressant. construction qui se fait à cet endroit-là. Ouais. Parce que le collège, en fait, moi, si tu veux, j'ai été pubère très tard. Et là, je rigole avec mes enfants parce que je sais plus combien elle mesure, ma fille aînée, mais j'ai plus d'1,60 m. J'ai dit, mais moi, en seconde, je faisais 1,54 m. Tu vois? Bon, à la fin de la seconde, je faisais 1,70 m, mais ou Ah ouais, 74, t'es j'ai une vu petite une. poussée tardive. Mais du coup, au collège, je me suis fait pas mal brimer par Hmm. mes copains. Parce que Ok. j'étais le petit, quoi. Ils m'appelaient Mickey, tu sais, enfin, tu Ok. vois, tout un peu les. D'ailleurs, ça me fait penser que le tout premier cercle d'hommes que j'ai fait, une des questions qui avait été posée au début, c'était de dire tous les surnoms qu'on a eus. Et ça m'a vachement fait explorer, tu vois, effectivement, je croyais que j'en avais pas eu, en fait, j'en ai des tonnes. Ok. Et en fait, ça te fait explorer quelque part, tu vois, toutes les périodes de ta vie, tous Hmm. les potes que t'as eu. Ah oui, tiens, à un moment donné, on Hmm. m'a appelé comme ça, etc. Et tu vois, Mickey, par exemple, bah, c'est un truc, c'est sorti de ma tête, mais au fond, si tu me parles du collège, ça renvoie à ce truc un peu d'humiliation, et même Hmm. des fois par mes potes, même par des potes que j'ai encore aujourd'hui qui sont très proches, Ok. et où on est dur, tu vois, entre nous. Et moi, je me sentais. Il y a même une année, je suis pas allé en colo parce que j'étais pas pubère et que j'avais peur d'aller sous la douche, tu vois, Hmm. avec d'autres hommes qui eux avaient déjà des poils. Etc. Et pas moi, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, hein, un peu. Et, euh, et voilà, je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc, je pense que vraiment, quelque part, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me construire aussi parce que je suis passé d'un petit garçon assez dominant, tu vois, à un garçon qui se fait dominer Hmm. par d'autres hommes. Et puis pas la force physique non plus, tu vois, je faisais pas le poids face à d'autres hommes. Et donc c'est là que je pense que ça a commencé à travailler, Hmm. à me dire ok. Et je me rappelle au lycée, il y a un truc où ouais la violence des hommes, ça a commencé à vraiment peser. Alors c'était pas de la violence physique, mais c'était beaucoup de la violence verbale, le fait de juger tout le temps, Chambré. Ouais. chambrer. J'ai commencé à trouver ça lourd. Hmm.
Et voilà, en sortant du lycée, c'est là que j'ai C'est rencontré ça les milieux qui t'emmène, militants. ouais, ok. Voilà. Mon premier concert dans un squat, c'est le soir de mon bac de philo, quoi, tu vois. Genre en juillet 2001, Paris. Et là, je découvre tout un autre univers, quoi. Hmm. J'étais déjà dans la musique, j'adorais déjà la musique, mais sans l'aspect vraiment politisé que j'ai découvert par la suite et qui m'a construit aussi à la fois politiquement et puis en tant qu'homme, qui m'a permis de faire ma déconstruction, tu vois. Hmm. C'est là que j'ai appris d'ailleurs ce terme-là que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui fait pas forcément totalement sens pour moi, mais Hmm. que je trouve quand même intéressant. Hmm. Euh, Et t'y trouves quoi dans ces milieux à ce moment-là? Où tu vas chercher quoi? une vraie remise en question. Je pense que j'avais une posture pas mal de rebelle, tu vois, quand Du j'étais. coup, c'est quoi? C'est dans les années 2000? Ouais, bah, j'étais au lycée à la fin des années 90, donc début 2000. Hmm. Donc t'étais pas mal rebelle. Bah, un peu cette posture de la contestation, de me retrouver dans la marge. Alternatif. Ouais, ouais, ouais. C'était une construction à la fois identitaire, mais je pense qu'il répondait à un besoin profond. Hmm. Un besoin profond qui correspondait où je me sentais pas en phase avec le monde tel qu'il allait, quoi. Vraiment, tu vois, j'avais pas mis de mots dessus, je connaissais pas le mot de capitalisme. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que aujourd'hui, je sais pas, mes gamins à 10 ans, ils savent ce que c'est le capitalisme. Enfin, c'est marrant, je vois les conversations, même des fois que j'ai avec ma fille aînée notamment, où je me dis, ouais, à 14 ans, elle connaît 10 000 fois plus de trucs que moi à cet âge-là. Mais moi, je pense, que j'avais pas de mots, quoi. Euh, à mettre sur ce qui se passait dans le monde, Hmm. même si je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, le fait de rentrer dans ces milieux plus militants, libertaires, anarchistes, enfin voilà, queer. En fait, là, c'était assez intello quand même. Hmm. Donc beaucoup d'écrits. Mais moi, ça m'a pas mal fasciné. Après, j'ai fait des études de sociaux, tu vois, pour un peu me forger un peu plus intellectuellement. Et, et ouais, c'est venu répondre en fait, c'est venu mettre des mots sur des choses que je ressentais, mais que je savais pas expliquer. Hmm. Et la socio aussi, c'est venu vraiment, so- quelque part, m'extraire de juste, une expérience individuelle. Non, en fait, c'est pas qu'une expérience individuelle, c'est une expérience collective. Et, euh, et en fait, voilà, il y a, Du fait tu veux dire de pas te retrouver tout seul, en fait, avoir des pensées, des ressentis. c'est ça, Hmm. c'est ça. Je veux dire, si je vais mal, c'est pas uniquement lié à qui je suis en tant que personne Hmm. ou parce que j'ai un problème. Hmm. C'est aussi parce qu'on est dans une certaine société, dans une certaine construction sociale qui a voilà et qui a un système qui est en place quoi. Il y a des et euh, et c'était plus juste fuck the system comme il y avait écrit sur mon premier t-shirt de groupe de System of a Down, tu vois, où j'étais tout fier de rentrer au lycée à y marquer fuck the system, Ouais. mais je savais pas ce que ça voulait dire, tu Hmm. vois, le système. Hmm. Donc voilà, de mettre des mots dessus sur les luttes anticapitalistes, etc. Ça, à ce moment-là, ça a vraiment résonné pour moi, quoi. Hmm. Et ça m'a vraiment construit en tant que futur adulte, quoi. Hmm. J'ai l'impression que c'était un peu mon scoutisme à moi, quoi, tu vois. Ok. Enfin, parce que j'ai grandi à Versailles et du coup, il y avait beaucoup de scouts, mais ma mère voulait pas que j'aille chez les scouts parce elle enseignait dans le privé à Versailles et elle voyait que des petits fachos. Hmm. Hmm. Puis avec tous les abus qu'il y a eu aussi Hmm. dans l'église, etc. Enfin bon, bref, Hmm. je pense qu'elle a été assez prudente par rapport à ça. Et voilà, bref, Euh, ça a et été un peu je, ma. et je suis Mais que, j'ai fait mes classes, quoi. ouais. Et peut-être, bah, sur le fil de là, comme tu grandis, c'est, t'as quoi comme toi, figure du père, figure masculine, et peut-être justement, je sais pas, il y a un truc, j'ai l'impression dans Hmm. cette période-là où ouais, je vais contre, tu vois, je vais contre la Hmm. figure du père. Hmm. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, c'est marrant. Mon père, c'est quelqu'un d'assez nuancé, quoi, assez doux et assez sensible.
Et je me rappelle quand j'ai commencé à me radicaliser, tu Mm. vois, dans ma pensée, dans mes postures, etc. Je me rappelle, il disait non, non, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Enfin voilà, il cherchait Cette ce nuance, ouais. compromis, cette Mm. nuance, etc. Bon, je sais pas s'il avait conscience que ça fait, pour moi, c'est assez sain finalement en tant que construction à un moment donné de jeune adulte de passer par des phases assez radicales. Ça fait partie de l'exploration. Donc, On va tester nos limites. ouais, c'est ça, Mm. exactement. Mm. Mais mais ouais, l'image du père, c'est plus tard que ça vient. Tu vois, cette prise de distance en fait, c'est ce questionnement. Là, à cette époque-là, je suis pas là-dedans. Tu vois, je réfléchis pas tant par rapport à qui est mon père, qui est ma mère. J'ai pas encore mis tout ça à distance, quoi. Tu vois. Mm. Et et ça, c'est plus quand après, plus tard, hein, quelques années après, pas si longtemps après finalement, mais où je vais plus explorer finalement la voie spirituelle, tu vois, enfin le- l'introspection, où là tout ça, ça va m'apparaître en fait. Mm. Ah oui, Il y a un truc qui t'emmène, parce que tu dis, donc t'as dit que tu fais des études de de sociaux. sociaux, ouais, ça c'est quand j'habitais encore chez mes parents en région parisienne. Je pars de chez mes parents à 22 ans et je vais vivre à Strasbourg. Et à Strasbourg, tout ça en lien un peu avec le milieu de la musique dans lequel moi j'évoluais quand j'étais ado et post-ado là. Ça a été en gros 10 ans de ma vie. Et donc à Strasbourg, la première année je fais pas d'études, je vais juste à des concerts, voilà. Et après je reprends les études, je fais des sciences de l'éducation, justement un peu comme un retour sur ce qu'a été ma scolarité. Et c'est aussi à partir de là où je rencontre la future mère de mes enfants, qui elle est sur un vrai, elle est un peu plus âgée que moi et elle est sur un vrai cheminement intérieur. Elle doit avoir 24, 25 ans. Elle est vraiment dans ce moment de prise de conscience de comment elle a grandi, tout ce qui va pas dans sa famille, etc. Et moi, ça vient résonner Mm. chez moi aussi. Du coup, assez jeune, non? Hein? Assez jeune, finalement. Ouais, bah, j'avais 23 ans à peu près, je Ouais. pense. Ah ouais. Ouais. Et là, on plonge tous les deux dans, tu vois, les sagesses ancestrales, tout ça. Moi, j'ai beaucoup avancé par phase comme ça, et du Mm. coup, je plonge dans un univers, et donc, un peu tous les trucs New Age. En plus, c'était le début de YouTube, alors t'avais plein de trucs dans tous les sens. Ça me passionnait, je trouvais ça assez folklorique, mais ça rejoint ce truc de curiosité, tu vois. Mm. C'était un univers complètement différent du milieu du punk dans lequel j'avais évolué. Mais je sais pas. Et Ouais, ça fait un joli grand écart, quand ouais, ouais. Mais en fait, j'ai quand même remarqué que je suis pas du tout le seul à avoir vécu ça. même. Tu Ok. vois. Ouais. Il y a vraiment d'autres hommes qui ont un peu ce même parcours, tu vois, Mm. euh, de passer. Et au fond, c'est pas si déconnant. Enfin, tu vois, je vois la mère de mes enfants, elle était dans le milieu plutôt des teufs, des techos, les raves et tout ça. Et il y avait des ponts avec la scène punk, hein, Mm, ouais. finalement. Et puis, il y a plein de gens, des teufeurs, qui ont évolué vers justement des trucs plus new age, plus spirituels, etc. Et il y a à boire et à manger là-dedans, mais moi, ça a été ma porte d'entrée, si tu veux. En fait, ma vraie porte d'entrée, c'est même pas du tout par rapport à ce milieu-là, c'est par rapport à une de mes meilleures amies du lycée, que je continuais à fréquenter, qui, elle, lisait beaucoup, et elle m'a présenté un livre de Castaneda, Mm. et ça m'a complètement bouleversé, cette lecture. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça a réveillé des sortes de mémoires en moi, tu vois. Mm. Quand il parlait des états de conscience modifiés là, ça m'a parlé de quelque chose que j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais j'avais l'impression d'avoir connu ça à un moment donné, tu vois. Probablement dans des fièvres quand j'étais petit, mais et de ces lectures-là, j'ai commencé à m'intéresser aux pratiques chamaniques, etc. Et comme je te dis, la mère de mes enfants, elle était à fond là-dedans à ce moment-là, ben, boum, quoi. Bon, ouais. Mm. Mm. Voilà. Et, euh, et qu'ensuite, vers quoi qu'est-ce que ça amène, en fait, cette plongée? Bah là, c'est un peu, je dirais.
2-3 ans de plonger vraiment à la connaissance de soi, quoi. De quand même un rapport assez douloureux à l'existence depuis que je suis sorti du lycée, quoi. Hmm. Je pense que ouais, ma première dépression vraiment forte, c'est vers 18-19 ans là. Et puis ça m'a pas trop quitté après, cet état dépressif. Et c'est clairement mon pilier, c'était la musique, quoi. Enfin, c'est vraiment la musique et la scène qui allait avec, c'est-à-dire toute la communauté qui soutenait la musique comme vraiment support à l'expression des émotions et la communauté comme support humain, construction. Mais autrement, j'étais pas très bien, quoi. Enfin, Hmm. La et musique, ça aide beaucoup sur. Tu parles d'émotions. ouais. Ouais. C'était une façon de vivre tes émotions. Ah bah à fond, ouais, ouais, Hmm. ouais. Ben, on en a un peu parlé aujourd'hui et Hmm. c'était très cool d'ailleurs. Enfin, c'était totalement inattendu que tu vois on ait certaines connexions musicales finalement. Mais ouais, ouais, moi j'étais dans vraiment ce qu'on appelait le hardcore émotionnel, Hmm. donc vraiment des musiques assez agressives, mais avec quand même beaucoup de mélodies et puis beaucoup de cris, Hmm. etc., beaucoup de rage. Euh, et, et ouais, c'était incroyable. Enfin, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe pendant 4 ans et j'ai vécu, je pense, enfin les expériences les plus folles de ma vie. Enfin, je pense que j'ai jamais revécu des expériences aussi intenses ou que je les ai vécues aussi intensément. C'est-à-dire que même la naissance de mes enfants, etc., c'est des expériences qui m'ont bouleversé, mais je l'ai pas vécu enfin, comment dire, j'ai l'impression qu'à 20 ans, j'étais complètement imprégné, tu vois, enfin, je vivais tellement la musique de manière totale que, enfin, c'était toute ma vie, quoi. Donc, Hmm. c'était le support pour vraiment pouvoir exprimer toute ma tristesse, ma colère, ma rage, etc. Et, euh, et puis, ouais, jamais j'aurais pensé un jour monter sur scène, devenir musicien. Et ça, cette expérience-là, pareil, quoi. Vraiment un truc, enfin, c'est un truc qui m'habite encore. J'en rêve encore, quoi. Je Hmm. rêve encore de ça, alors que ça fait 20 ans que je suis pas monté sur scène, quoi. Hmm. Mais c'est vraiment une expérience qui m'a bouleversé, quoi. Et, euh, et tu vois, c'est marrant, ça me descend rien que d'en parler parce que je vois que d'ailleurs, même quand tout à l'heure on aurait écouté des musiques de cette époque-là, je vois que ça me prend tellement aux tripes Hmm. qu'il y a une part, tu vois, où je suis plus ancré. Hmm. Ça m'emmène dans vraiment un autre état, quoi. Euh, Ça te connecte à quoi? c'est une bonne question. Je pense à une essence brute, quoi. Tu vois, une sorte de, de flamme de vie, mais aussi enfin vraiment un truc d'émotion brute. Et qui sont toujours enfermés en moi en fait. Hmm. Parce que je te parlais de dépression, mais c'est aussi l'âge où j'ai arrêté de pleurer, à peu près, tu vois, genre 18-19 ans là. Ouais. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, justement, j'étais très émotif. Et ça, c'était un truc, tu vois, au collège, par exemple, aussi, je me mettais souvent à pleurer. Ah ouais, parce que Et moi, ça, je sais que j'ai bloqué en rentrant au collège, perso. ah ouais, voilà, bah Ouais. voilà, tu vois, il y a des gars, c'est ça, c'est plutôt. Hmm. Et en fait, tu vois, d'avoir bloqué assez tardivement, enfin assez tardivement, Tout est relatif. Oui. tout est relatif, mais si tu veux, je me rappelle encore avoir des discussions avec mes parents, à m'engueuler par rapport au lycée et à pleurer, quoi, vraiment à chaudes larmes, quoi, tu vois, à 17-18 ans, et 18 ans là, bam. En fait, j'ai vécu une rupture amoureuse vers 19 ans, je crois, et là, il y a tout qui s'est fermé, et à partir de là, vers 20 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs physiques, quoi, qui ne m'ont jamais quitté, Hmm. mais jamais, quoi. Genre Ok. que je ressens tous les jours en permanence, quoi. Hmm. Et ça, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais finalement, c'est quand même ça qui m'a emmené sur le chemin de l'introspection, C'est les parce que douleurs. c'est à la base, ça part de genre, en fait, hein, au début, je croyais que c'était juste un truc passager, et puis en fait, c'est resté, et donc j'ai commencé à creuser, à me dire ah mais c'est chelou, c'est chelou.
Donc au début à faire des examens médicaux, puis en fait il y avait rien, et puis donc après à découvrir tout le psychosomatique, et puis voilà. Et à tirer tous les fils en fait, tous les fils parce qu'il y avait une urgence à me dire mais je veux plus ressentir cette douleur, Hmm. c'est pas possible. Ça fait déjà 1 an, 2 ans. Aujourd'hui ça fait Une vingtaine de... plus de 20 Ouais. ans. Ouais. Donc j'ai et c'est vraiment ça en fait. Je crois le point de départ, c'est aussi un appel physique quoi, tu vois. Parce qu'il y a eu une retenue de quelque chose, quoi. Ouais. Et je me suis longtemps posé la question. Tu vois, j'ai eu un accident de voiture où j'ai failli mourir aussi à 20 ans. Donc, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas, tu vois, une sorte, ils appellent ça un susto en espagnol, mais une sorte de choc émotionnel, tu vois, Hmm. un stress post-traumatique, Hmm, quoi. hmm, hmm. Et effectivement, parce que j'ai revécu cet accident un jour lors d'une cérémonie en Amérique latine. Donc, je me suis douté qu'il y avait quelque chose quand Hmm. même qui était resté ancré, quoi. Qui était Mm. toujours là, Ouais, et surtout en le revivant, j'ai vu que j'étais passé vraiment pas loin de la mort, quoi. ouais. Hmm. Enfin, qu'il y avait quelque chose, une force qui m'avait sauvé à ce moment-là. Hmm. Alors parce que je suis sorti indemne hein, sur le coup. Et donc tu vois, des fois je me suis dit ah bah c'est peut-être genre le corps il s'est figé, tu Hmm. vois, dans un truc de mort imminente, quoi. Bon après je l'ai travaillé avec plein de techniques, voilà, tu vois. Bon. Hmm. Mais effectivement, c'est vachement. Les émotions sont revenues plus tard, quand je suis devenu papa, ou là, quand ma compagne était enceinte, à ce moment-là, je me rappelle aller au cinéma et me mettre à pleurer devant les films, genre chose qui m'arrivait jamais avant, tu vois. Hmm. Et après, plus tard aussi, me dire quand sur quand je connaissais pas les cercles de parole, mais je me disais ah j'aimerais bien faire tu sais de la thérapie pour hommes où genre on apprendrait à pleurer. Mais en même temps, bah, moi, je sais que j'ai réappris à pleurer. Ok. Franchement, j'ai réappris. Parce que pour moi, c'était bloqué sur ces Jusqu'à dernières quel années. âge? Jusqu'à... bah, il y avait, tu vois, justement, les salles de ciné, c'était peut-être là, ou les films, c'était peut-être encore l'endroit où il y avait une petite larmichette qui pouvait sortir. Mais j'ai dû... ouais, je pense que c'est vraiment sur ces 3 dernières années. Hein. Donc ça reste très récent, quoi. Ah ouais. Et ouais, ouais. Parce que, et même avant, même, je pouvais sentir de la tristesse ou je sentais qu'il y avait un truc qui avait besoin de sortir, mais les larmes ne coulaient pas, quoi. C'était incroyable, donc, d'être bloqué comme ça, quoi. Donc, il y avait vraiment encore et je pense qu'il y a des endroits où encore, il y a une part de moi qui s'autorise pas, quoi, pleinement, Hmm. quoi. Hmm. Donc ouais, c'est un chemin. C'est un chemin. Je me retrouve pas mal dans ce que tu décris quand même parce que moi c'est pareil quand même ça a fini par réémerger tu vois petit à petit bah notamment tu vois à la période de la séparation avec la mère de mes enfants là ça a été une période où les larmes sont ressorties et puis même là plus récemment l'année dernière où j'ai passé une année quand même assez costaude il y a eu des moments où j'ai un peu craqué. Mais j'arrive pas à accéder vraiment pleinement aux larmes de quand j'étais ado, Hmm. quand j'étais Tu sens que c'est encore pas, moins que quand j'étais petit, bien sûr, ouais. mais même quand j'étais ado, où je sentais que, c'est vraiment, il y avait cette libération, ce Hmm. soulagement, quoi. Et pourtant, j'ai fait plein de travaux de libération divers et variés. Mais je pense qu'il y a un truc encore où j'en ai envie, mais j'en ai peur. Mais Hmm. enfin, tu vois, voilà, je me dis bon, les choses. Une espèce ouais, comment ça s'appelle, quand t'as deux parts qui s'affrontent en toi. Ouais, c'est Enfin, c'est ça. ce que j'entends, en tout cas. Une sorte de dualité, quoi, à l'intérieur. Je sais pas. J'ai un peu arrêté de me le Qu'est-ce- mentaliser ça, tu Ouais. vois. Plus me dire, ben, en fait, quand c'est mûr, ça sera mûr. Hmm. Voilà. Et, euh, et du coup, je sais que t'as un parcours riche. Moi, de m'être un peu plongé dedans, waouh, je me dis, t'as eu plusieurs vies. Ouais. Parce que t'es devenu artisan à un moment. Ouais, j'ai été Et, artisan pendant 12 ans, là, ouais. 12-13 et, ans. et peut-être après, finalement, cette période spirituelle, ou en tout cas de Il y a des plongeur liens soi. entre les deux, ouais. Et là, tu vas dans la matière, quoi. T'as besoin Ouais. toi qui est
qui a fait de la sociologie, où on sent qu'il y a quand même une appétence à l'humain. Il y a un truc qui a besoin, un endroit d'aller, de faire de ses mains. Et, Carrément. et c'est un envie, ou c'est une réponse à un truc extérieur. Ouais. Ah, c'est une bonne question, mais vraiment, je pense que, tu vois, quand il y a cette plongée à l'intérieur de moi, ou plongée dans la spiritualité, euh, dans finalement aussi dans les mondes invisibles, quoi, quelque Hmm. part. Tu vois, dans tous ceux sur quoi on n'a pas aujourd'hui tant de finalement de mots ou de concepts pour les décrire et qui pourtant ont une forme d'existence, quoi. Euh, ben, il y a ce truc où autour de moi, je voyais plein de gens qui partaient un peu loin, aussi, tu vois, là-dedans, qui s'oubliaient, qui se perdaient. Hmm. Et petit à petit, je comprenais en faisant différentes expériences que ah oui, il y avait ce truc d'ancrage à la terre, etc. Et donc, je pense qu'au début, c'était un peu une forme de défi, quoi, que je me suis posé à moi-même. Ben, ok, vas-y, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Il y avait aussi ce truc de souveraineté, ce truc d'autonomie, de se dire, mais en fait, justement, j'ai passé 4, 5, 6 années à critiquer le capitalisme, à voir comment on a été dépossédé de tout un tas de savoirs, de, de moyens de production. Ben ouais, mais effectivement, c'est vrai que je me sentais un peu sans compétence, Hmm. tu vois, dans la matière. Et, et, et j'avais de la famille, tu vois, issu du monde paysan, par exemple. Et je me disais, putain, mais eux, ils savaient tout faire, tu vois. Hmm. Moi, genre, je sais rien faire, quoi. Je sais même pas changer une ampoule, quoi. Et à 25 ans, c'est devenu plus tenable, quoi. Je me suis dit, non, ça va pas, quoi. J'avais un père, en plus, super bricoleur. Tu vois, on parlait du père et, bah, ça, c'est un truc, assez rapidement, je me suis rendu compte, ben, ah, j'aurais aimé que mon père, il me transmette ça. Hmm. Et bon, il me l'a transmis d'une certaine manière, comme je l'ai un peu observé, mais sur le coup, moi à l'époque, ça m'intéressait pas. Et je sais pas, il a pas forcément su lui me le transmettre de père à fils, tu vois. Hmm. Mais j'ai voulu quelque part l'imiter. Et ça concourt de ce truc de devenir un homme aussi, tu vois. Ouais. C'est c'est à un moment donné se dire ah ouais, il y a des compétences qu'on attribue aux hommes et en fait ben moi je sais pas y répondre. Et donc il y avait un peu ce défi aussi de reconquête euh, de mon genre, quoi, tu Ouais. vois. De me dire, ah ben comment... et aussi, c'était un moment où ça s'inscrivait dans la construction, la projection en tout cas d'une construction de famille. Hmm. Et de se dire, ouais, attends, je vais devenir papa et tout, c'est chaud, quoi. Tu sentais une pression, hein? Ouais. Ouais, carrément. Je pense que j'ai intériorisé beaucoup de pression de mon éducation et je me mettais grave de la pression, ouais. D'être d'être un bon père et donc de correspondre aussi à tout un tas de quelque part quand même de stéréotypes. Et puis c'était concomitant avec la phase, on va dire spirituelle, elle se matérialise par un an en Amérique latine avec la future mère de mes enfants. Donc c'est un peu genre le passage, quoi, Ouais. le, le moment où l'épreuve du feu, quoi. Est-ce qu'on tient? On a tenu 11 mois quand même en voyage ensemble. C'était un beau challenge, mais effectivement, on est rentré en France avec ce désir d'enfant. Et donc là, moi, vu qu'on avait fait pas mal d'expériences de woofing, qu'on a passé vraiment du temps, ouais, plutôt dans la ruralité, quoi, vraiment dans les campagnes, dans les coins paumés, en Amazonie, beaucoup au Mexique, on était aussi. Et moi, je me voyais pas du tout là revenir à ma vie urbaine d'avant. Je me suis dit non, j'ai touché à plein de savoir-faire. Alors moi, je savais pas si je voulais faire de la permaculture ou faire de l'éco-construction ou quoi, mais en fait, ça allait vers là, quoi. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, par des rencontres. Aussi, j'ai vu que la construction, ce serait peut-être plus facile de me former rapidement pour en faire un métier, parce que là, il y avait l'urgence en venant dans les Pyrénées, parce que Hmm. du coup, après l'Amérique latine, il y a eu une petite phase où on retourne à Strasbourg, mais après, on a
On a basculé à 1000 kilomètres de Strasbourg dans les Pyrénées, là où on se trouve aujourd'hui, et où j'habite depuis 15 ans du coup. Et là, c'est là où en fait on est un peu reparti de zéro, quoi. On s'est dit bon bah voilà, la page blanche, et on s'est reconstruit une vie à partir de ce moment-là. Et moi je me suis formé au bâtiment. Et puis, je suis devenu artisan et j'ai bossé avec plein d'artisans, plutôt dans l'éco-construction. Mais moi, j'étais spécialisé dans les enduits à la chaux, les enduits au plâtre, etc. Ça t'a apporté quoi dans ta vie? Non. Bah, vraiment, enfin, ouais, cette confrontation à la matière qui est terrible pour moi, quoi. Ok. Ah, vraiment, une Hmm. peur de, de me dire, ah, mais je vais pas savoir faire, je vais pas y arriver, c'est trop complexe pour moi, j'avais l'impression que je me sentais à l'aise avec les idées, Ouais. mais et la parole, tu vois, mais le faire. Hmm. Puis je voyais des mecs autour de moi, ils étaient super à l'aise quoi avec ça, quoi, tu vois, ils faisaient ça depuis qu'ils étaient gamins ou quoi. Mais Enfin, un bon sentiment de comparaison à ce ah moment-là. ouais, ouais. Et Ouais. puis aussi, bah du coup c'est un milieu très masculin, Ouais. donc moi je passe de. Alors la musique c'était quand même un milieu masculin aussi, mais il y avait des deux. Mais là c'était ouais, c'est plus rude quoi. Hmm. C'est plus rude. Euh, C'était un vrai défi quoi, physique aussi parce que je suis pas une force de la nature comme ça, donc moi j'ai beaucoup d'énergie quand même, donc c'est ça qui m'a sauvé. Euh, je vois que j'avais quand même une certaine endurance sur Hmm. les chantiers. Et puis, ce que j'aimais bien quand même, c'était ce que j'ai kiffé, notamment dans les enduits, c'est que ça ressemblait beaucoup à faire de la cuisine. J'aime bien cuisiner, mais à grosse échelle. Et après, de tartiner partout. Et, Que euh, tartiner, ouais. puis voilà. Et puis cette satisfaction. Après, une fois que tu commences à savoir manier un outil, tu prends confiance pour en manier un autre. Et puis après, c'est parti, quoi. Tu vois. Après, moi, je me suis lâché, je me suis amusé. Alors, il y a plein de domaines où je suis pas expert, hein, loin de là. Hein, tu vois, le travail du bois, je suis pas un ouf, mais genre, je sais tout à fait me démerder et j'ai grave gagné en confiance. Et c'est tellement un truc d'empuissancement, tu vois, un truc Hmm. d'empowerment, quoi. Vraiment, pour moi, c'était ça, quoi, la conquête, quoi. Hmm. C'est vraiment me dire, ah, mais ouais. Et là, c'est marrant parce que je suis à nouveau dans un milieu plus féminin et la médiation et j'en parlais. Donc, j'avais une réunion l'autre jour et puis on parlait de ça. Elle parlait entre meufs là. Elle disait, ah, mais, putain, mais on sait pas changer. Oh, l'autre jour, j'ai crevé, je savais pas changer la roue. On devrait quand même se faire des ateliers pour changer la roue. Mais je leur disais, mais moi, meuf, tu sais, je me sens trop comme toi. Moi, je me sentais trop flippé et tout à l'idée de changer une roue. En plus, j'ai jamais eu de bagnole avant de venir vivre ici. Enfin, tu vois. Et je me sentais vachement comme ça. Et même dans le bâtiment, tu vois, j'ai fait des chantiers avec pas mal de meufs aussi et je me sentais finalement plus proche d'elles, tu vois, Hmm. dans d'où elles partent, parce que pour moi c'était vraiment à conquérir quoi. Et puis bah au bout d'un moment, il y a surtout le physique qui s'est abîmé quoi, parce que comme j'étais enduiseur, j'avais des tendinites à répétition et puis surtout ça me manquait de pouvoir mettre mes compétences à j'avais envie de mettre mes compétences humaines, tu vois, à l'œuvre. Hmm. Et je savais pas trop comment et voilà, c'est un peu comme ça que je suis revenu à une autre voie quoi. Hmm. Mais sachant que je les avais pas complètement. Enfin, c'est pareil, c'est un autre chapitre, peut-être on en parlera ou pas, mais parce que pendant que j'étais artisan, quand j'ai construit mon activité, la mère de mes enfants, avec elle et d'autres parents, on a fondé une école alternative et du coup voilà, il y avait quand même ce lien à l'humain qui était là En parallèle. oui, et puis après, dans le bâtiment, il y avait aussi le truc, tu vois, avec un peu cette utopie de créer une coopérative à plusieurs artisans et tout, mais c'est un monde quand même assez solo, quoi, tu vois, les Hmm. artisans, c'est pas évident de bosser. Hmm. J'ai bossé avec beaucoup de monde, j'ai beaucoup appris, mais de vraiment créer, il y a pas tant la culture de la communication, tu Hmm. vois. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai trouvé. Après, je voyais qu'il y avait des collectifs en Ariège, à droite, à gauche, qui avaient l'air très cool, mais pas ici. Et c'est marrant parce que quand je refaisais un peu ton histoire avant de préparer cette interview, il y a vraiment le mot alternatif. Bon, bien sûr, école alternative, Mm. mais tu vois, alternatif, le musical,
les mouvements féministes, l'école, Mm. ouais, Bah, Qu'est-ce- même les trucs spirituels, hein, tu ouais, vois, il y bien a un sûr, côté ouais, hyper bien à la sûr, tout à fait, oui, marge, bien sûr, bien sûr. Et du genre les coup, nouvelles médecines et tout ouais, ça, tu vois, l'énergie. qu'est-ce qui fait que tu vas vers des modèles différents, en fait? Ouais, je sais pas, hein, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a vraiment le truc c'est bizarre parce que je pense que quand j'étais petit, je collais plutôt à la norme, tu vois. J'avais Hmm, plutôt envie d'être dans la norme et j'avais plutôt envie d'incarner cette norme-là, quoi. Et, et c'est vrai que je sais pas. En fait, j'ai plusieurs hypothèses sur pourquoi en fait je me suis retrouvé comme ça, me sentir à part. Et je pense que c'est vachement en lien avec ce truc de féminisme finalement. hmm, Et même pareil, peut-être qu'on évoquera ce sujet, mais pour moi, je le relie à la question des violences en fait. hmm, Il y a un truc qui fait que de subir la violence, que ce soit dans l'intime ou collectivement, fait que moi, ça vient toucher un truc de révolte profond. hmm, Non, en fait, l'humain, il a pas à se comporter comme ça avec d'autres humains. Et donc, il y a un autre modèle à inventer. Et pour le coup, le modèle du patriarcat, ben, il reproduit les rapports de pouvoir et de domination, clairement. C'est Et c'est pas le système qui reproduit ça. Enfin, tu vois, tout est bien sûr entremêlé. C'est les individus qui sont pris là-dedans, qui reproduisent ces schémas hmm, hmm. individuellement, à l'échelle de la famille, et puis après à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de la société, etc. L'éducation. L'éducation, et donc d'où aussi mon intérêt pour l'éducation, tu Hmm, vois, et de me dire, bah en fait, où est-ce que je peux agir, en fait? hmm, Où est-ce que t'enrayes la machine, quoi? hmm, hmm, hmm. Où est-ce qu'on remet les compteurs à zéro et on se dit, oh, on va se calmer, on va pouvoir se parler différemment, on va pouvoir trouver d'autres voies et ouais, et l'école pour moi c'était un sacré levier quoi. C'est Hmm. un sacré levier de se dire puis en tant que père parce que il faut bien savoir que j'étais fermement idéologiquement enfin en tout cas je défendais le fait je l'ai même écrit dans un fanzine que je voulais pas d'enfant, tu vois, parce que je voulais pas quelque part tu vois, cautionner l'avenir de l'humanité qui était en train de s'autodétruire Hmm. et qui détruisait la planète, etc. Donc, à partir du moment où je dis, bon, bah, ok, quelque part, j'accepte qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi et que c'est pas que mon mental qui décide tout et et que l'amour est plus fort que tout, et bah, ok, je me soumets à l'amour. Mais par contre, ça me donne quand même une responsabilité. Hmm. J'accueille l'amour, j'ai envie qu'il se matérialise et c'est vrai que bah oui, oui, les enfants, pour moi, ça reste une preuve d'amour. Hmm. Enfin, je l'espère et je le souhaite. En tout cas, nous, ils ont été créés dans l'amour et et, et et bah voilà. Après, j'ai une responsabilité quoi. Donc bah ouais, j'ai envie de leur proposer peut-être d'autres modèles quoi. Hmm. Hmm. Mm. Tu parlais d'un sujet qui peut être touchy, sensible tout à l'heure. Euh, Tu parlais de violence. Mm. Qu'est-ce que tu serais prêt à partager? Sur cette thématique-là, Ouais. bah c'est marrant parce que tu sais dans tes podcasts, j'ai remarqué que tu avais aussi une question de clôture. Bon, on n'en est peut-être pas là encore, mais tu dis ouais, c'est quoi ta dernière prise de conscience? Hmm. Eh ben, j'ai beau quelque part m'être renseigné, avoir lu, être sensibilisé aux questions de violence depuis longtemps. Je pense que c'est un long chemin en fait, cette Hmm. exploration de la violence qui nous habite en tant qu'être humain. Et je suis loin, très loin de l'avoir épuisé. D'ailleurs, là, je suis plutôt en réflexion sur comment construire des outils, tu vois, que je pourrais mobiliser en médiation. Hmm. Parce que je suis confronté à beaucoup de situations. Comme je te disais, malheureusement, la médiation familiale est surtout connue. Il y a déjà, ah oui, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais en fait, t'as deux manières de venir en médiation familiale. Soit t'as un problème, tu contactes une asso,
soit t'es envoyé par le juge. Mm. Et en fait, si tu veux, les juges, des fois, ils disent, bon, le conflit, il est pas suffisamment haut pour que vous puissiez pas vous parler, donc essayez d'aller voir un médiateur. Et en fait, ben, tu te retrouves avec Et souvent, des trucs souvent des des costauds. situations de violence, Ouais. ouais, Mm. quand même assez costaudes. Alors, bah, comment on traite ça? Ben, tu vois, on a eu un peu de formation. Bon, déjà, le référentiel CAF, il fait qu'on n'est pas censé accueillir des situations où il y a de la violence, ce qui est logique parce que en médiation, tu peux pas mettre deux personnes dans une salle pour discuter de manière égale s'il y en a un qui exerce un rapport de domination sur l'autre. Ça, c'est évident. Mais pour autant, il peut y avoir de la violence dans les deux sens. Et, euh, et donc, moi, ben là, en ce moment, j'ai une réflexion autour de d'outils, tu vois, de comment on peut permettre de. Il y a le violentomètre, tu vois, par exemple. Je sais pas, tu connais cet outil? Violentomètre? Ouais. Non, pas du tout. Ok. Bah, le violentomètre, c'est un outil qui a été mis en place par, justement, par plutôt les défenses, les assauts euh, les assauts qui défendent le droit des femmes, etc. Les assauts qui recueillent les victimes de violences conjugales, violences intrafamiliales. Euh, et donc, c'est un peu une frise qui va du vert au rouge. Et c'est cool, hein, on la voit de plus en plus partout, tu vois, dans les fêtes aussi. J'ai vu Ok. dans les tiers-lieux, là, à chaque fois que je vais dans un tiers-lieu, je vois qu'il y a ça. Enfin, je vois que c'est de plus en plus connu, cet outil. Et en fait, en gros, ça décrit des comportements de ce qui est OK à ce qui est orange, de ce qui est rouge, qui est pas du tout OK. Mais c'est un outil qui est fait où en fait ça pointe des comportements des hommes sur les femmes. Mm. Et ce qui est très chouette parce que ça permet vraiment de conscientiser. Et puis il faut bien rappeler que c'est, je sais plus, 90%, Mm, je suis mm. nul en chiffres, hein, mais je crois que c'est 90% des violences recensées qui Ouais, sont des hommes voire sur les plus. femmes. Donc c'est vraiment pertinent et en fait après ils ont développé tout un tas de violentomètres dans le milieu du sport, dans tous les milieux Ok. universitaires, avec des exemples à chaque fois. Puis après tu as le cycle de la violence aussi qui montre comment tu vois les systèmes d'emprise ou de contrôle coercitif se mettent en place. Tu vois il a lune de miel, le moment où genre tout va bien et puis Mm. après il y a un petit ça déborde et puis après ça part là il y a un événement qui va vraiment cristalliser la violence, tu vois, souvent ça passe par un coup ou vraiment quelque Mm. chose de et puis après les excuses et puis après on repart sur en disant ouais je ça n'arrivera plus, je changerai, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais hors de moi et puis après hop on repart sur une lune de miel et puis voilà. Bon tout ça ça a été schématisé, je trouve ça assez pertinent mais moi en médiation, je suis un peu tu vois, j'ai pas vraiment encore, je peux pas vraiment m'en saisir parce que quand je fais des entretiens individuels, par exemple, si je reçois la dame et qu'elle me dit, ben voilà, il s'est passé ci, ça ou ça, moi je peux pas arriver et voir le gars et lui dire, oui, alors donc il s'est passé ci, ça ou ça. Je suis, et j'ai plus, il faut que je les amène quelque part eux-mêmes à parler par eux-mêmes de leurs expériences. Et je trouve que des fois, quand tu as des schémas ou des représentations, ça permet aux personnes de se dire ah bah oui tiens moi je me situe là Mm. et là je peux pas leur mettre le tu vois un mec qui où la femme elle a dit qu'il avait été violent je peux pas lui mettre sous les yeux un violentomètre en lui disant bah vous vous retrouvez où là Mm. enfin voilà ça marche pas comme ça Mm. donc c'est une vraie réflexion que j'ai en ce moment de quels outils on peut développer pour mieux conscientiser la violence pour moi aussi stigmatiser parce que voilà c'est sûr qu'on a conscience en tant Mais c'est qu'homme. intéressant ce que tu dis. Pour moi, stigmatisé. Mm. Bah en fait, oui, c'est ça. Et puis la violence, bien sûr que la violence physique, elle s'exerce des hommes sur les femmes, mais il y a toutes les autres types de violences, la Bien violence sûr. verbale, psychologique, etc. Et qui là, pour le coup, se perpétue souvent dans les deux sens, quoi, tu Mm. vois, et qui est moins visible. Mm. Euh, et c'est vrai que tout ça, je l'ai en formation, je me suis pris quand même des moments de grosse prise de conscience parce que
Ouais, bah, j'ai revu des moments de mon histoire familiale sous un nouveau prisme, etc. Il me disait, ah oui, oui, en fait, tout ça, ouais, j'avais beau en avoir conscience, mais à un moment donné, j'ai accepté de me dire, mais parce que je me suis souvent senti proche des victimes de violences, notamment Hmm. des victimes de violences sexuelles, Sans savoir pourquoi. sans trop savoir Hmm. pourquoi, mais ça parcourt ma vie, si tu veux, hein, depuis que je Hmm. suis ado. Bon, alors, pour des raisons tout à fait parfois explicites, hein, c'est que j'ai eu des amis qui ont été violés par leur père. J'ai eu une amie particulièrement au collège qui a été violée par son père, et toute l'affaire a éclaté quand on était ensemble. Et c'était ma meilleure amie, tu vois, au Hmm. collège. Donc moi, j'ai suivi de ça très près, très jeune, tu vois. Hmm. Donc et après, ça n'a fait que parcourir ma vie, tu vois. Il y a toujours des femmes que j'ai rencontrées qui me parlaient d'expériences comme ça. Donc euh, je me disais peut-être que voilà, je savais pas à quoi le rattacher. Hmm. Mais donc je me sentais pas aussi parce que moi j'ai pas de souvenir d'avoir moi-même été abusé dans mon enfance, en tout cas pas d'un point de vue sexuel. Peut-être que c'est arrivé, mais en tout cas j'en ai pas de souvenir. Et, et, et en fait, du coup, je m'autorisais pas à me dire que j'avais vécu des violences quand même, Hmm. tu vois. Et c'est un peu ça. Donc désolé, hein, je spoil la fin de cette interview, mais c'est un peu ça ma dernière prise de conscience. C'est vraiment de me dire, mais en fait, ouais, il y a des endroits où, oui, j'ai été victime de violences dans mon enfance, tout comme beaucoup d'enfants, en fait, Hmm. finalement. Et que c'est pas de grossir les traits, en fait, mais juste de le reconnaître. Hmm. En fait, de le reconnaître et de dire que, bah ouais, on est tous le produit d'un système qui est violent, et nos parents, ils ont nécessairement, à part peut-être quelques parents qui étaient déjà hyper en avance sur leur temps Hmm. ou très Hmm. conscients, mais on a tous vécu de la violence. Et donc, bah, c'est de le reconnaître, tu vois, Hmm. c'est de l'accueillir aussi. C'était comment déjà de l'accueillir? Bah, te dire, ok, j'ai subi des violences. Bah, j'ai eu besoin d'aller voir une psy spécialisée dans Hmm. les violences, en fait. Hmm. Juste, je crois, pour me sentir légitime et être reconnu. Hmm. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai écouté beaucoup, j'ai lu beaucoup sur, notamment sur les violences sexuelles, mais j'ai écouté beaucoup d'émissions, de podcasts, etc. là ces dernières années là, sur ces thématiques-là, et j'ai été très attentif aussi à tout ce qui s'est joué depuis MeToo, quoi, parce que pour moi, c'est un moment hyper important dans l'histoire que je pensais même pas voir un jour Hmm. arriver, tu vois. Hmm. Enfin, genre, je l'espérais de tout mon cœur qu'un jour ça arrive, en fait, que les langues se délient et qu'on arrive avec tout, ben voilà, après tout le flow que ça comporte, hein, aussi ce moment-là. Mais pour moi, il fallait, de toute façon, qu'à Hmm. un moment donné, les vannes, elles Ça passe pètent. par là, ouais. Hmm. Voilà. Et donc, je suis hyper heureux de vivre ça. Je pense que c'est une des choses les plus excitantes dans ce temps chaotique qu'on vit collectivement. Je pense que c'est vraiment un des trucs les plus, pour moi, qui me donne de la force et de l'espoir. Et donc, je me suis beaucoup informé quand même sur ces thématiques, et vraiment, j'ai pleuré. Ouais, bah, tu vois, on parlait de pleurer, si, quand même. Hmm. Le nombre de fois quand même où j'ai écouté des podcasts et où, en écoutant les témoignages, tu vois, je me suis reconnu à un certain endroit où Hmm. quand ça, tu sais, c'est venu me percer à l'intérieur. Donc, voilà, sans savoir pourquoi, enfin, tu vois, pourquoi j'ai eu besoin à un moment donné de pouvoir en parler avec un professionnel, quoi. Hmm. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Hmm. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas fait beaucoup de séances, hein, tu vois. J'ai fait 4 séances là, l'été dernier, là. Et ouais, et voilà, de parler un peu de ça, de mon histoire, parler Hmm. de ma vie familiale et tout. Du coup, c'est quelque chose que possiblement t'as eu peur de reproduire, Ouais, qui te carrément. plaît pas. Si, si, carrément, ouais. Ouais, ouais. J'ai vraiment eu peur de reproduire ça. Et je l'ai reproduit, hein, d'ailleurs, Hmm. en partie. Je pense que ça a été tellement confrontant, ce moment. D'ailleurs, quand j'ai eu mon premier enfant, ma fille aînée, parce que les nuits, ça a été quand même compliqué. Enfin, le fait de plus, il y a un avant et un après quand tu deviens parent. En tout cas, pour moi, c'est certain. C'est-à-dire que j'ai plus jamais dormi de la même façon Hmm. qu'avant, quoi. Ouais. Et au début, ça a été très compliqué parce que moi, c'est vraiment mon talon d'Achille, quoi. Tu m'empêches de dormir. Bah, t'as vu un peu, on en a parlé, parce que cette semaine, moi, j'ai pas très bien dormi, et je Hmm. sens que tout de suite, ça vient jouer
sur mon énergie, sur mon moral. Sur la présence. Ouais, complètement. Et donc là, ben voilà, là tu plonges dans un moment de chaos en fait. Hein, les journées, c'est des fois je sais même pas comment on tenait. Et puis dès que les deux parents se lèvent, c'est dur parce qu'on est tous les deux à cran quoi. Les jours, enfin la journée, c'est et donc bah forcément ça vient de pousser dans tes retranchements. Et donc, moi, il y a des moments, tu te mets à crier, il y a des moments, où tu te mets à, justement, à claquer les portes, à t'engueuler avec l'autre sans aucune raison. Et, euh, et ouais, tu vois, c'est clair, hein, il y a des gestes dont je suis pas fier vis-à-vis de mes enfants, quoi. Tu vois, de les prendre comme ça, tu vois, euh, quand ils étaient plus petits, tu vois, où tout d'un coup t'en peux plus, tu pètes un plomb et tu le tires par la main et tu te dis non, mais jamais tu fais ça, quoi, tu vois. Comme je vois d'ailleurs souvent des parents faire, hein, mais je veux dire, je m'inclus malheureusement. Et cette violence à, à soi-même en fait, parce que souvent l'enfant c'est ça le pire, c'est que l'enfant il t'en veut pas. Mais moi c'était horrible, ça me détruisait de La l'intérieur. culpabilité. Ah ouais. Ah et puis de me dire non, c'est pas ça que je veux quoi. Tu vois, c'est pas ça que je veux. Et en même temps, je me rappelle, mes parents ils étaient pas trop en contact avec les enfants quand ils étaient petits parce qu'on habitait loin. Et je me rappelle que les pleurs ça rendait ouf ma mère, tu vois. Donc moi je me disais mais oui en fait je pense que quand moi je pleurais ça la rendait déjà ouf. Et je pense qu'elle a pété et j'ai des souvenirs encore, j'ai quelques souvenirs de fois où elle a pété des plombs, tu vois, quand j'étais petit. Et bah ouais, ça m'habite quoi, forcément. Donc quand tu redeviens parent, de toute façon il y a tout qui se rejoue, hein. Il y a des mémoires qui reviennent. Ça, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Tu vois, même des femmes, quand elles accouchent, après, elles ont vraiment une sorte de souvenirs, de réminiscences comme ça qui émergent. Il y a vraiment un truc de la transmission hein, au moment de la naissance, quoi. Et donc, bah moi, je pense que c'est pareil. Et en plus, t'as pas d'autre référentiel que, en général. Enfin, moi, en plus, j'ai pas côtoyé d'enfants entre le moment où moi j'étais enfant et où je suis devenu parent. J'ai eu très peu d'enfants autour de moi. Les cercles, ça peut être un endroit qui t'a aidé? Non. Même si ça vient plus tard. Bah ouais, pour dire ça, tu vois. Ouais. Tu vois, pour dire là, comme je le dis. Et d'ailleurs, j'oublie un peu qu'il y a un micro, tu vois. Mais non, mais je crois que c'est hyper important en fait d'être honnête, tu vois, et de dire que en fait, il y a personne qui peut prétendre qu'il est totalement non violent, tu vois, je crois. Parce que la violence déjà, elle commence au moment de la pensée, quoi, tu vois. Ouais, à l'intérieur de soi, ouais. C'est ça. Donc non, je suis pas fier. C'est même des trucs que j'ai notés, que j'ai écrits, tu vois, pour m'en rappeler, pour pouvoir le dire, pour pouvoir le transmettre à mes enfants, pour pouvoir leur dire, bah voilà, à un moment donné. Quand vous étiez petit, c'était dur en fait. Et il y a des moments où ouais, j'ai eu des paroles ou des actes qui étaient pas cool, tu vois, et dont je suis pas fier. Et voilà, j'ai pas envie de le nier quoi en fait, ce truc-là. Et heureusement, je dirais, même si on avait des rapports très conflictuels avec leur maman. Enfin, on a tous les deux quand même fait ce chemin vers la non-violence quand même, et on s'est quand même à un certain niveau Il y a des choses qui t'ont aidé? soutenu là-dedans. Ouais. Bah déjà, il y a tout ce truc autour de la communication avec l'enfant, mine de rien. Déjà, ça fait beaucoup, quoi. Et puis après, non, moi, ce qui m'a sauvé, clairement, hein, je le dis honnêtement, c'est quand j'ai découvert Vipassana et la méditation. Je suis allé à mon premier cours Vipassana quand ma fille aînée avait 2 ans. Et alors là, après, il y a tout qui a changé, quoi. Okay. Enfin, tout qui a changé par rapport au sommeil, j'entends. Ok. C'est-à-dire qu'après, je me réveillais la nuit, mais je me tapais plus de stress ou de flip. Je me disais, c'est bon, tu sais, je médite. Je médite et puis j'observe. Et j'avais beaucoup moins ce truc de ah merde, comment je vais tenir la journée, la panique, tu sais, le moment où t'arrives plus à dormir parce que t'as été réveillé et après et tu te dis putain, il y a la journée qui arrive et je vais être crevé et là en fait de juste de méditer 1 heure après je me rendormais quoi. Et ouais, puis bah, après
toute façon, après, globalement, ça m'a transformé en Oui, profondeur. j'imagine, au-delà de la paternité. Bien sûr. Donc oui, oui. Non, je pense qu'un jour, mes enfants, ils pourront remercier Vipassana, tu vois. Hmm. Je pense qu'un jour, ils pourront bien remercier, quoi. Je Hmm. pense que je suis pas, ouais, je- Et, ça m'a préservé, en tout hmm. cas. Hmm. Ça m'a permis d'observer différemment. Hmm. Mais voilà. Mm. Et, c'était touchant ce que tu partageais tout à l'heure sur ton genre, en tout cas, sur les seules questions que tu as eues plus tôt dans ta vie. Mm. Euh, Aujourd'hui, ouais, comment tu te sens homme aujourd'hui, comment t'es avec ça? Mm. Mieux. Mais ouais, d'un point de vue physique, par exemple, je suis toujours pas complètement à l'aise, tu vois. Hmm. Euh, je, il y a un truc où je me, mais tu vois, comment dire, ça m'habite moins. Enfin, c'est pas un truc auquel je pense forcément quotidiennement ou qui m'empêche quoi que ce soit. Mais si je suis honnête à 100%, Hmm. oui, oui, il y a un truc où tu sais, j'aurais aimé être un homme un peu musclé ou tu vois, enfin sentir aussi ce que c'est, tu vois, Hmm. la puissance physique d'un homme. Je crois que ça m'aurait fait kiffer vu que je suis un homme physiologiquement, tu sais, ça m'aurait fait. Et en même temps, je vais à la salle de sport pour m'entretenir. En tout cas, j'y suis allé ces dernières années. Là, j'y vais un peu moins. Je fais mon sport à la maison, mais ça, c'est plus pour m'entretenir et parce que il y a l'autre truc, c'est le rapport à la vieillesse, tu vois. Et et ouais, je sais pas comment je vais être aussi homme vieillissant, quoi, tu vois. Hmm. Déjà, je commence à parce que moi j'ai une gueule de Jones. Souvent les gens ils me donnent 10 ans de moins que mais donc c'est bon, je suis là genre ouais, en mode détente, quoi, tu vois. Mais oui, oui, peut-être je ferais moins le malin, en fait, quand vraiment il y a des traits de la vieillesse qui vont apparaître. Bon, là, je te parle que de l'aspect physique, hein, Hmm. mais quelque part, c'est une partie aussi Hmm. de qui on est, quoi, tu Hmm. vois. C'est ça. Et après, en tant qu'homme intérieurement, je me sens plutôt bien, tu vois. Hmm. Je me sens plutôt bien équilibré justement si on parle d'énergie ou de polarité Hmm. masculin-féminin, je me sens bien, tu vois. Je sens que en tant que père, c'est cool, tu vois. J'aime bien ce truc aussi d'incarner une forme de verticalité, tu vois. Hmm. D'assumer le fait que aussi bah l'archétype masculin c'est ça quoi des fois c'est Hmm. celui qui tranche qui pose les limites Hmm. et qu'on a beau vouloir tout rechanger les rôles, bah les archétypes ils nous habitent, hein, qu'on le veuille Hmm. ou non. Donc après on joue avec, on s'amuse, mais bon, un enfant il te renvoie beaucoup aux archétypes du passé, quoi. Tu vois quand Ouais. même que tu le veuilles ou non. Hein. Ouais, tu l'as Ah oui, oui, vu ça? oui, oui, moi je trouve, ouais. Ouais. Je trouve, c'est peut-être une vue de l'esprit, hein, c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais je pense que les enfants ils sont très sensibles euh, aux symboles. Hmm. Et, euh, et d'ailleurs, il y a pas mal de témoignages comme ça de parents, tu vois, très ouverts, qui ont envie un peu de déconstruire justement les représentations. Puis finalement, Qui reviennent. leur gamin, il est là, non, non, mais moi je veux le costume Spider-Man, hein, il y a pas moyen, tu vas pas me faire mettre une robe. Et alors, bien sûr, c'est l'influence de la société en grande partie, mais tu sens que voilà, il y a cet attachement parfois à ce que bah papa il soit papa, que maman soit maman, tu vois, enfin, c'est un peu perturbant, tu vois. Tu te dis, mais non, mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, tu vois. Et, euh, et en fait, si. Donc, à un moment donné, moi, c'est pas que j'abdique, c'est juste, je me dis, ben, en fait, c'est chouette aussi d'incarner ça, tu vois. Hmm. Moi, je me sens ok d'incarner différentes énergies, mais je me sens pas en rébellion, tu Hmm. vois, contre mon genre attribué, tu vois. Hmm. Ça me va en fait d'être un homme cisgenre, tu vois. Ça va. Ça va et ça me va d'incarner le père des fois et en même temps je pense à d'autres moments voilà
d'incarner une autre forme de masculinité, tu vois. Ça, c'est hyper important aussi pour moi, quoi, de dire que, toi, d'autoriser à reconnaître ses failles, par exemple. Hmm. Là, en ce moment, c'est le gros truc avec mon fils, là, tu vois. Ouais. Ah, parce que il y a vraiment ce truc où, voilà, il va chercher les limites, il fait des conneries, il se laisse embarquer des fois par ses potes, lui-même, il entraîne ses potes, tu vois, là, il va avoir 9 ans, mais, tu vois, 8 ans, là, il commence à. Puis ils ont quand même pas mal de liberté, les gamins, dans le village, tu vois. Donc là, ils sont à faire deux, trois conneries, là, c'est l'année qui est passée. Et puis, ben ouais, il a fallu mettre les points sur les i. Et moi, mais justement, en fait, c'est marrant, je me suis observé réagir par rapport à ça. Ouais. Tu vois, à un moment donné, je me suis mis en colère. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tant, je me mettais pas en colère par rapport au fait de ce qu'il avait fait, au fait qu'il veuille pas le reconnaître. Hmm. Et à un moment donné, je suis redescendu. Et on a parlé de ça, tu vois. Je lui ai dit, mais moi, tu sais, au fond, ce qui m'importe quelque part, c'est que tu assumes ce que tu fais. T'as fait une connerie, c'est pas grave. Voilà. Et Et ouais, c'est ouais. comment ensuite on peut prendre sa responsabilité Hmm. en tant qu'homme, ou en tant que petit garçon, ou même en tant que fille, n'importe. Enfin Être voilà, juste humain, ouais. qu'être humain, prendre sa responsabilité. Et avec mes filles, c'est pareil, hein. C'est ça aussi. C'est genre, ah ouais, t'es allé t'acheter les bons becs alors que voilà, on n'avait pas dit que l'argent c'était pour aller s'acheter les bons becs à l'épicerie du coin, mais juste bah en fait c'est ok, tu vois, assume, tu vois, Hmm. t'as t'as enfreint la règle, mais on en parle quoi. Hmm, hmm, hmm. Et ça c'est pas évident parce que justement on est vraiment dans une culture pour le coup de la punition et de vaut mieux pas dire parce qu'on risque de se faire engueuler pour l'acte qu'on a fait Hmm. plutôt que de se dire bah ok il y a un acte qui correspond pas à ce qui est attendu socialement ou à la norme, tu vois, on en discute et comment on peut corriger le tir, comment même on peut aller réparer derrière, tu vois. Et c'est ça quoi. Et sur le coup ça m'a fâché de me dire mais en fait il est en train de squeezer, il me fait pas confiance, tu vois. Et donc après je me suis dit bon c'est pas non plus en me fâchant que je vais construire la confiance, donc c'est comment il a suffisamment confiance pour me dire ah bah papa j'ai fait ça et ouais je me sens pas fier et je vois que c'est pas gagné encore Hmm. parce que là depuis il y a eu d'autres événements, des petits trucs à chaque fois, hein. Mais sauf que du coup je me fâche plus, je le mets Mais comme ça va. une forme de routine, genre ok bah ça t'en avais pas, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ah les Lego là tu les as donnés mais t'en avais pas parlé à la personne à qui ils appartenaient que t'allais les donner à l'autre et tout ça. Bon allez ben on va en parler quoi. Mais c'est marrant que déjà à 9 ans, il y ait déjà des constructions à cet endroit-là. Hein, Ah, c'est t'es, hyper fort. ouais. C'est hyper fort. Et là, pour le coup, la société, elle a un grand rôle là-dedans, quoi. Hmm. Parce que on s'auto-influence, quoi, Hmm. tous là-dedans. Et puis, je vois que à l'école, là, l'école que nous, on avait fondée, elle a disparu. Donc, il est dans une école normale. Mais bon, je veux dire, il y a des choses. Enfin, c'est pas. C'est pas parce que. Encore une fois, c'est pas une question d'école alternative ou pas. C'est une question d'humain Hmm. derrière et de culture. Encore une fois, la communication. C'est juste qu'on va dire que dans les écoles alternatives, généralement, c'est des vraies questions qui sont posées d'emblée, quoi, de dire comment on gère la question des punitions, comment on gère la question de la responsabilisation, que c'est pas toujours le cas dans un projet pédagogique au sein de l'éducation nationale, tu vois. Ça fait pas partie. Et puis en plus, ils ont un personnel qui est pas toujours formé en dehors des Hmm. instits, etc. Donc voilà, Hmm. mais mais ouais, tu vois qu'il y a cette culture de la punition, en fait. Hmm. Hmm. Tout Hmm. simplement. Donc, t'as peur de la punition, donc tu vas pas aller le dire, parce que sinon, tu te fais punir, quoi. Bon. Hmm. Hmm. Difficile d'en sortir de ça. Hmm. Et c'est marrant que tu fais à travers ce que t'as dit là où ouais, à travers, je m'en souviens, on a aussi parlé de ton euh, fils de ta compagne actuelle qui Hmm. euh, il me semble, mais où finalement tu sens que intrinsèquement il y a une énergie qui est différente des petites filles et à travers aussi ce que tu as dit ou même à travers ton parcours, j'aurais presque envie de voir quelque chose, tu sais, tu vois, qui a voulu tester ou qui a voulu penser euh,
qu'on pouvait faire différemment, et puis ça revient à quelque chose, Hmm, pas dans la norme, mais hmm. est-ce que tu vois ce que je veux dire Ouais, mais de- ça, c'est pas que au niveau du genre, tu vois, que je fais ce constat-là. Je pense qu'il y a aussi ce truc où moi j'ai des grandes utopies, tu vois. J'ai un peu envie de tout défricher, enfin j'avais en tout cas. Et ça c'est quand même un mouvement qu'on observe dans enfin dans l'évolution, dans le parcours de vie de beaucoup de personnes. C'est-à-dire Mm, qu'à un moment donné, tu as des grands mm, idéaux, mm, après tu essaies de les mettre en mm, œuvre, tu te confrontes aussi ben, à la difficulté de faire bouger les choses. Et donc à un moment donné, il y a différentes... Soit tu continues quelque part t'es obtus dans ton truc, soit tu mets de l'eau dans ton vin, soit tu renonces complètement, mm. et où t'abandonnes, ou limite tu deviens le pire conservateur qui soit, et tu deviens pire que ce que tu détestais chez tes parents, tu vois. Il y a aussi ça, hein, une forme de violence symbolique, de trucs hyper intégrés, où finalement tu dis non, mais non, mais je l'ai vu ça pas mal justement dans le punk, tu vois, où on avait tous des grandes idées, et puis il y en a, ils ont eu la vie la plus mainstream qui soit derrière. Ouais, j'adore. Mais voilà. Et Euh, en fait, moi, j'ai pas envie de juger ça bien parce sûr. que je vois bien que, ben ouais, ça fait. Moi, il y a plein de trucs aussi. Je suis là, bon, ouais, je vais faire mes courses chez Lidl et tout des fois. Bon, je sais pas, tu sais, genre, je suis devenu Monsieur Tout le Monde. Et en même temps, c'est quoi le problème? Enfin, tu Mm, vois, c'est, je sais pas. Je dirais pas tout à fait ça de la même façon, quand même, pour cette question de la construction de genre. Je vois bien, effectivement, on en a un peu parlé ces derniers jours là sur comment un garçon se construit et à quoi il. Je vois bien que mon fils il est pas venu me confronter sur les mêmes choses que mes filles, mais alors est-ce que c'est dû à lui ou c'est juste moi le regard que je porte sur lui comme c'est un petit garçon mm, ou que sa mère ou que les gens portent sur lui parce que c'est un petit garçon? Je pense que c'est vraiment un truc à double sens. Et je pense quand même que, comme un peu je te disais, mais je pense quand même qu'on arrive avec un héritage, tu vois, qui nous dépasse en fait. Tu vois, mm, un héritage transgénérationnel et que en tant que petit garçon, petite fille, consciemment ou inconsciemment, et au départ beaucoup inconsciemment, on le porte mm, en nous, quoi. mm, Tu vois. Et ça n'a pas été encore trop exploré, je pense, par la science, les neurosciences, tout ça, ou l'épigénétique. Enfin, j'y mm, connais mm, pas mm, grand-chose à tout ça. Euh, mais mais c'est intéressant parce que moi, vraiment, quoi, j'ai observé des traits similaires. Tu faisais référence au fils de ma compagne, mais moi, j'ai commencé à le côtoyer, le fils de ma compagne, quand il avait l'âge de mon fils aujourd'hui, donc quand il avait 9 ans. Et aujourd'hui, mon fils a 9 ans, il y a plein de traits similaires, quoi. mm. Vraiment, alors que franchement, ils ont pas les mêmes parents et Ouais. pas la même éducation, quoi. Mm, Euh, donc je sais pas, notamment ce truc autour de la frustration, ce truc de pas accepter la frustration, d'être dans la négociation tout le temps, tu mm, vois, genre tant que t'auras pas cédé à mon désir, eh ben je pousserai jusqu'à ce que tu lâches. Et non, je lâcherai pas. mm. La frustration masculine. Ouais, ça c'est quand même. Alors j'ai pas suffisamment d'exemples sous le nez, j'ai pas suffisamment échangé. Ça, tu vois, ça m'intéresserait de refaire des cercles de parents. J'ai pas fait j'ai fait quelques cercles de papa en ligne avec un chouette gars qui s'appelle Antoine, qui habite à Lille. Je le salue d'ailleurs. Qui a d'ailleurs allez voir son compte devenir papa compte Insta, je crois. Mm, Il fait beaucoup de choses très chouettes autour de la paternité. Et on avait fait quelques cercles de papa en ligne, mais sinon j'avais fait des cercles de parents suite à la fermeture de l'école justement, où il y avait besoin d'un espace pour les parents mm, pour venir un peu se ressourcer. Déjà parler du trauma que ça avait été la fermeture de l'école, mais aussi après juste tisser un lien. Bon, très rapidement, c'est devenu un cercle de un papa, moi, avec que des mamans. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Mais tu vois, finalement là, avec nos enfants qui rentrent dans l'adolescence et tout, moi ça me dirait, j'ai vraiment, là j'ai pas le temps et l'énergie pour ça, mais j'ai vraiment envie de refaire des cercles de parents. Mm, Tu vois, justement pour parler de ça, pour confronter nos expériences par rapport à ouais tiens comment nos filles, comment nos garçons ils se construisent, c'est quoi leur rôle modèle, et c'est quoi tout ça quoi. mm. Euh,
Il y a encore du taf là-dessus. C'est grave de comprendre. Hum, hum. Il y a un truc même si t'as parlé du physique et que toi, tu parlais d'héritage, justement. Il y a un truc avec lequel encore t'as du mal aujourd'hui dans ce héritage de conditionnement homme. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que là, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est la question de la joie. Hmm. C'est ce truc de... je le vois, hein. En ce moment, je suis assez bien, tu vois. J'ai un bon équilibre dans ma vie. Et ça fait hyper plaisir de goûter ça parce que je suis même pas sûr de l'avoir vraiment goûté depuis que je suis Hmm. adulte. Une forme de légèreté, tu vois, que j'avais pas ressenti. Et pourtant, parce que je suis content d'aller au taf, parce que j'aime les tafs. J'ai plusieurs tafs en ce moment, mais j'aime bien les différents boulots que j'ai. Je me sens assez bien là avec mes enfants, comment la phase dans laquelle ils sont. Enfin, ouais, j'aime bien la vie de famille et ma compagne et ses enfants aussi ici. Enfin voilà, j'aime bien tout ça. Et il y a beaucoup de vie. Et en même temps, je vois que j'ai plein d'excuses de fuir. Enfin, tu vois, de me réfugier un peu dans ce truc genre de d'emploi du temps millimétré, genre d'avoir bien tout chargé, tu vois, Hmm. Hmm. pour à la fois Ouais. correspondre quelque part à une forme de ce qu'on attend de moi, tu vois. Donc moi, je suis content, je me renvoie une bonne image de moi-même, tu vois, genre là, je bosse, j'assure un peu sur tous les plans. Enfin, c'est un peu ce que peut-être j'idéalise. En tout cas, ça me fait du bien d'avoir la sensation d'assurer sur tous les plans. Mais par contre, je laisse pas trop de place à la créativité. Hmm. Et et alors c'était peut-être pas la joie, tu vois, finalement, quand je me dis. Hmm. C'est pas tant la joie, parce que la joie, je trouve qu'elle est au contraire, elle émerge quand même beaucoup. Moi, j'arrive à vraiment la connecter dans le quotidien. Hmm. Et Et ouais, donc ça en fait non, mais c'est plus la créativité, tu vois. Et la créativité, elle peut prendre plein de formes Hmm. Tout à fait. en tant qu'homme. Euh, et dans la phase de vie dans laquelle on est là, bah, souvent ça s'exprime quand même dans le boulot. Enfin, tu vois, genre dans ta boîte que tu montes ou dans des projets professionnels, machin. Et et je vois quoi, il y a toute une dimension, hein, mais que j'ai mis en friche depuis longtemps, hein, la part plus créative, artistique. Que j'ai un peu connecté ces dernières années par la danse et tout ça, mais euh, ouais, ça je trouve pas ça évident parce qu'en tant qu'homme, ouais, je vois il y a une part de moi qui s'autorise pas, voilà, Hmm. tu vois, genre un truc comme ça, Hmm. qui s'autorise pas pleinement, en fait. J'ai Ouais, pas le droit. ouais, ouais, et puis ça m'arrange bien Ouais. parce que comme ça, c'est pas trop confrontant. Hmm. Donc tu vois, d'avoir intériorisé ce truc du working man ou quoi, enfin. Même si je crois pas du tout hein, dans la société du travail, je sais que je me leurre là-dessus. J'ai jamais bossé à plein temps de ma vie et je crois que je bosserai jamais à plein temps de ma vie. Mais enfin bosser dans le sens rémunération, travail, tu vois, c'est je fais plein de choses, mais c'est pas forcément rémunéré. Et voilà, et mais je me sens quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui Hmm. par rapport à ça. Hmm. Hmm. Ouais. Hmm. Bon, on parle, on parle. On est bien Je là. parle beaucoup, On hein, est surtout. bien. Une ambiance tamisée et tout. Euh, Toi qui as un parcours, je trouve, très riche, très diversifié et j'ai essayé de garder quand même cette thématique de la masculinité au milieu de tout ça. Mm, Euh, de ton parcours, ouais, t'aurais envie de dire quoi à un jeune homme ou un jeune papa qui nous écoute? Ou un homme tout court. mm.
Ben, de trouver des oreilles à qui parler, ça me semble hyper important en fait. Hmm. Et de partager en fait les expériences quoi. Et clairement, ça se fait de plus en plus. Je pense que même, j'ai pas l'impression d'être un vieux papa, mais déjà entre 2010 et aujourd'hui, c'est plus la même quoi. Hmm. Enfin, il y a quand même. Mon frère lui vient de devenir papa. Je sais pas trop, tu vois. Genre, il habite loin, il habite à Berlin, donc on se voit pas souvent. Ça fait 2 ans qu'il est papa et on en a pas trop parlé. Je pense qu'il traverse aussi des bonnes galères. Hmm. Mais je sais pas, tu vois, quelles sont ses ressources à lui. Hmm. Et je sais pas quoi les comme conseil. Enfin, je sais pas quel conseil lui donner. Je me sens pas trop à l'aise avec ça. Hmm. Ce truc un peu prescripteur comme ça. Je peux te donner des conseils de films, de sons à écouter, mais conseils de mode d'emploi de papa, je sais pas. Non, en fait, ouais, quand même, d'arriver à parler. En fait, vraiment, ça me semble important. Quand je suis en galère, ouais, je trouve quelqu'un à qui en parler et de dépasser la honte qu'on peut ressentir à pas se sentir compétent, à, voilà, à observer nos ombres qui se réveillent dans ce moment de paternité naissante. Ça, c'est hyper dur, quoi. De te dire que tu vas pas être le meilleur père du monde, enfin, c'est quand même Hmm. c'est pas cool, quoi. Hmm. C'est pas une très bonne image. Et en même temps, c'est la réalité, quoi. Tu seras un père imparfait, quoi. C'est bon. Et ouais, de pouvoir en parler et de pouvoir une fois encore, quoi, vraiment oser explorer nos patterns, la manière dont dont on a été construit, même. Enfin, tu vois, je vois qu'il y a aussi des hommes qui sont en rejet de toute cette vague féministe parce que ils se disent ah là, c'est maintenant, enfin. On peut plus être soi-même et c'est vrai hein, je crois qu'il y a plein de jeunes qui flippent tu vois Hmm. qui flippent de pas se lancer par exemple dans des rapports à s'autoriser à être eux-mêmes parce que bah il y a cette question du consentement et qu'en fait il y a pas de mode d'emploi encore bien défini sur le consentement tu vois Hmm. c'est encore Hmm. quelque chose en construction Hmm. et et même moi hein, je vois qu'avec mes enfants je suis toujours en train d'élaborer autour de ça je m'observe des fois je suis là ouais non mais en fait moi, j'ai pas eu le bon mode d'emploi, donc j'essaie de me l'approprier, mais c'est pas encore hyper en point. Même si clairement, il y a plein de limites qu'on a posées euh, sur l'intégrité de la personne, etc. Que moi, ça avait jamais été posé quand j'étais petit. Hein, mais je vois que ça peut toujours s'affiner. Donc c'est un peu ce truc-là, tu vois, c'est un peu ce message-là, c'est de dire en fait de pas avoir peur d'aller explorer encore davantage sans se culpabiliser quoi Hmm. mais juste c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec la violence c'est le truc de se dire en fait c'est un sujet inépuisable Hmm. la violence elle se loge dans tous les recoins et c'est pas grave en fait ça fait partie de mais c'est plutôt que de dire ah, il y a une bonne posture ou une mauvaise posture enfin voilà c'est ok en fait on l'explore ensemble et je sais pas moi j'ai plutôt confiance par rapport à ça en tout cas, des petits gars que je côtoie. Hmm. Je côtoie pas tout le monde. Mais bon, Hmm. j'ai envie d'avoir confiance quand même. Hmm. J'ai envie d'avoir confiance également. Hmm. Avec quoi tu repars de cet échange? Bah, c'était super riche, hein, franchement. Je te remercie de m'avoir autorisé. Ouais. C'est, je pense que j'ai à la fois envie de transmettre d'une certaine manière, mais qu'aujourd'hui, je sais pas encore comment le faire, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que j'aime bien l'angle du témoignage, hein. Enfin, je t'en avais parlé, je t'avais dit que je savais pas quoi attendre de ce podcast, mais que moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les témoignages. Et dans les cercles, c'est ce que je disais, c'est voilà, témoigner de vos vies, quoi. En Hmm. fait, c'est vos parcours singuliers, vos trajectoires. C'est ça, moi, qui va m'inspirer, qui va m'éclairer, en fait, sur mon propre parcours. Et, euh, et ouais, il y a une part de moi qui se censure, tu vois, qui est pas légitime de se mettre en avant. Enfin, tu vois, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux. Y a pas une photo de moi, je pense, sur Internet. C'est peut-être LinkedIn, peut-être, et encore. Et voilà, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois. Hmm. Et je crois que ce format-là de, ouais,
d'être posé comme ça dans cette intimité où je retrouve un peu cette vibe, tu vois, des cercles, ça me va bien. Et je te remercie en fait de m'avoir proposé ce moment. C'est riche pour moi aussi en fait de vivre ça avec toi. Merci. Ouais, écoute, heureux de ce moment passé qui aurait pu encore durer, parce que je pense qu'il y aurait plein de choses Bien encore sûr. à témoigner, mais en tout cas, On n'a pas parlé d'Eurodance. Bon, Ah, prochain podcast. prochain. Merci. En tout cas, moi, je repars je t'avoue, il y a quand même une pointe de fatigue qui est en train de venir. Je crois Ok. que essayer, il y a le spa qui Qui fait son effet. qui fait son effet. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage et puis écoute, au plaisir. Carrément. Merci Hervé. Ouais, à bientôt Loïc. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.